Mesdames et messieurs, bonjour, bon matin. Bienvenue à cette séance de la Commission de l'environnement. Nous sommes le 10 octobre 2024, en direct de l'Hôtel de Ville, comme toujours. Je suis Joanie Belrose, c'est moi qui présiderai la séance. Je suis aussi accompagnée des membres de la commission qui sont des élus, Madame Catherine Boileau, Monsieur Claude Charon et Monsieur Marc Deneau. Bon matin. Du côté de l'administration, je suis accompagnée de Madame Véronique Anger, directrice générale adjointe. Également du Bureau de l'environnement, Madame Ingrid Dubuc, qui est la directrice. Aussi du Bureau de l'environnement, il y a avec nous Marie-André Charon, Monsieur Anthony Daigle et Madame Anaïs Vénéga-Gagnon. Bonjour. Ensuite, nos invités internes, il y a également Monsieur Carlo Cassaro du service d'entretien des infrastructures. Et plus tard, il y aura Alexandre Emmerich qui viendra se joindre à nous pour le service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Nous avons également du service du greffe, Madame Julie Bourgeois. Merci d'être là avec nous. Merci aussi à tous ceux et celles qui suivent les travaux de la commission, que ce soit en assistant aux séances ou en les visionnant par rediffusion. C'est toujours agréable d'avoir vos commentaires à la suite des dossiers. Merci aussi aux journalistes qui sont avec nous et qui s'assurent de transmettre l'information à la population. Je vous rappelle que les commissions sont des instances consultatives, qu'elles nous permettent d'avoir un espace de travail pour les élus pour bien analyser, discuter des dossiers en profondeur. L'objectif ici est de faire des recommandations pour faire cheminer aux membres du conseil municipal, donc ce qui facilite la prise de décision. Aujourd'hui, nous avons à l'ordre du jour 4 dossiers à l'étude. C'est un spécial matière résiduelle aujourd'hui. Nous avons la réduction des articles à usage unique dans le secteur des industries, commerces et institutions, le bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles et le suivi de l'avancement de notre plan de gestion de matières résiduelles 2023-2030. Puis on va terminer avec un dossier sur le bilan de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, 4 beaux dossiers intéressants. La séance est officiellement ouverte. Est-ce que l'ordre du jour vous convient? Excellent. Donc, adopté sans modification. Lecture et dépôt du procès-verbal numéro 4 du 12 septembre dernier. Est-ce que vous jugez qu'il est conforme à nos échanges? Excellent. Alors, ben, sans plus attendre, passons à notre premier dossier dossier en matière de gestion des matières résiduelles. C'est ça, ça se dit drôle. Alors, je cède la parole à Mme Ingrid Dubuc. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, effectivement, ce matin, vous l'avez bien dit, nous avons quelques redditions de comptes, quelques états d'avancement de différents dossiers. Donc, le premier ce matin, mon collègue Anthony Daigle vous fera la présentation relativement à le projet de réduction des articles à usage unique chez les ICI, donc l'acronyme ICI, Industrie, Commerce, Institution, que vous allez revoir dans le cadre de la présentation. Donc, ce travail-là s'est fait avec Entreprendre Sherbrooke, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce matin. Donc, c'est le rapport d'Entreprendre Sherbrooke qu'Anthony va vous présenter ce matin. Donc, Monsieur Daigle, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, merci, Madame la Présidente, membre de la commission. Donc, l'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'est de vous présenter le bilan du projet de réduction des articles à usage unique qui a eu lieu dans le secteur des ICI avec la collaboration d'Entreprendre Sherbrooke. Donc, sans plus attendre. Donc, c'est un projet là, qui remonte déjà à un certain temps, mais qui a eu lieu du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024. Essentiellement, c'était une campagne de sensibilisation et d'accompagnement aussi là, auprès du secteur des ICI. Je précise, on a surtout accompagné le secteur alimentaire et du divertissement, donc plus l'aspect commercial du ICI. C'est un projet qui a été financé par Recyc Québec, donc via un appel de proposition là, visant justement la réduction des articles à usage unique. Ce projet-là, si on le situe dans le plan de gestion de matières résiduelles, il faut se référer à la mesure numéro 2, donc poursuivre la stratégie de réduction des articles à usage unique, de se le rappeler. Puis également, donc, chose aussi importante que Mme Dubuc a mentionné, donc évidemment, Entreprendre Sherbrooke ne peut pas être ici ce matin, donc, mais c'était évidemment notre partenaire tout indiqué et terrain pour ce projet. Je voulais mentionner, donc, contribution de Recyc Québec, contribution de 70 du côté de Recyc Québec pour un total de 125 000, puis également une contribution de la Ville de Sherbrooke de 30 pour un total de 53 000.
Vous pourrez voir là, au niveau du tableau, là, le coût total du projet était inférieur là, aux prévisions. Donc, notamment dû là, à certaines mutualisations de coûts et de services qu'on a faites avec Entreprendre Sherbrooke. Le projet avec la collaboration d'Entrevente Sherbrooke, deux objectifs. Dans un premier temps, justement, c'est de réaliser une campagne de sensibilisation et d'accompagnement des ICI. Donc, tout ce qui était stratégie de communication, escouade verte, également la réalisation de 2 sondages. Et évidemment, dans le fond, second objectif, analyser les résultats de l'accompagnement et évidemment la rédaction d'un rapport de recommandation pour la poursuite de la stratégie de réduction des articles à usage unique. Donc, retour bref sur la campagne au niveau Durable Co. Donc, ça a été une campagne qui a été développée, comme je vous l'ai dit, avec Entrevente Sherbrooke, mais aussi avec la participation d'une firme locale au niveau communication, donc avec Kate Communication. Vous vous rappelez peut-être, vous l'avez vu dans les derniers mois, donc Durable Co. C'est une image qui a été développée, donc, comme je l'ai mentionné, avec une firme locale. Évidemment, c'est un clin d'œil à la référence à l'éco-responsabilité et une référence, évidemment, aux compagnies pour le ENCO. Donc, c'est une image de marque qui a été quand même beaucoup appréciée de la part des commerçants. On a eu aussi l'été dernier, là, pendant plusieurs mois, là, également les panneaux de la STS là, qui ont permis d'afficher les couleurs de la campagne. Une vidéo également là, qui a été réalisée au niveau également du projet. Également le portrait de 3 entrepreneurs, de 3 entreprises locales aussi là, qui a été publié sur le site Web. Notamment, donc, il y a une page web sur le site web d'Entreprendre Sherbrooke là, qui est encore accessible. Il y a eu près de 10 000 visites sur ce site web-là. Donc, c'est une campagne qui a eu son effet. Là, vous voyez un peu, là, je vous l'ai mis là, à titre d'exemple, mais une campagne qui était colorée, qui était positive. Donc, il y avait une mobilisation intéressante de la part aussi des entreprises derrière cette campagne. Donc, si on passe sur les résultats au niveau terrain, donc il y a eu effectivement là, une escouade terrain. Il y a eu des stagiaires du baccalauréat en environnement là, qui ont été engagés là, pendant une période de 12 semaines. L'objectif, c'est d'aller chercher 300 à 500 commerces pour pouvoir les toucher, les sensibiliser, puis également en profiter pour compléter un sondage. Donc, plus de 300 commerces visités. Quand même un bon indicateur. Puis également, 187 sondages complétés. Ce n'était pas nécessairement un sondage qui durait 5 minutes, donc se rendre à 187, c'était également un bel objectif, un beau résultat. Également, organisation de 2 séances d'information. Donc, on voulait ratisser large. Donc, on est allé également dans le secteur centre-ville, secteur Saint-Élie, pour pouvoir là, justement informer les commerçants du projet. Puis, il y a également eu une visite de Récupestrie et de la plateforme de compostage de Bury. Donc, on a réussi à faire déplacer des commerçants là, pour qui le temps est assez précieux. Donc, on les a fait déplacer jusqu'à Bury notamment. Donc, 53 participants au total pour ces séances d'information et la visite de nos installations. Donc, fait saillant, donc 2 sondages, 187 réponses, comme je l'ai mentionné, 47 répondants, donc qui ont répondu aux 2 sondages en début de campagne et en fin de campagne. L'idée, c'est de pouvoir comparer justement les données de réduction des articles à usage unique. Donc, parmi ces répondants, on a enregistré une diminution de 15 % de la consommation d'articles à usage unique entre les 2 sondages. 98 % des entreprises ont adopté au moins une mesure de réduction. En moyenne, chaque entreprise a mis en place 3 mesures aussi. Parmi les mesures populaires, on a sensibilisation des employés, alternatives recyclables ou compostables, donc des contenants qui ont été adoptés, donc qui ont été changés pour d'autres plus éco-responsables, et également des contenants réutilisables des clients là, qui sont acceptés en plus grande proportion chez ces répondants-là. Les recommandations, donc, selon Entreprendre Sherbrooke, parce que c'est eux qui étaient aussi là, sur le terrain. Donc, au niveau de l'image de marque, je vous l'ai mentionné tantôt, c'est une image qui a été appréciée, qui était positive, qui était mobilisatrice. Donc, ils recommandent également, dans la poursuite de la stratégie de réduction des articles à usage unique de la ville de Sherbrooke, de la conserver. Ils recommandent également d'attribuer des ressources financières et humaines afin de continuer à promouvoir le mouvement. On le voit ailleurs dans les autres villes. Pour supporter ce genre d'initiative, il faut quand même que ça soit collé à des ressources humaines et financières. Également, la ville de Sherbrooke devrait évidemment là, adopter des mesures d'exemplarité. Donc, quand on parle de concessions alimentaires au niveau de la ville,
qu'on parle d'événements publics. Donc, évidemment, la Ville est invitée également à faire preuve d'exemplarité pour prêcher aussi de son côté les bons exemples. Et enfin, la Ville de Sherbrooke devrait se doter d'outils juridiques. Donc, on fait ici référence aux outils et aux mesures d'écofiscalité. Plus précisément, on fait mention souvent dans le secteur des articles à usage unique de la municipalité de Prévost qui a adopté une redevance réglementaire pour justement supporter et encourager la réduction de ces 10 articles. Donc, je l'ai mentionné rapidement. Donc, mesure numéro 2 du plan de gestion de matières résiduelles. Le pourquoi on a réalisé ce projet-là. Donc, c'est évidemment pour mettre la table pour la stratégie de réduction des articles à usage unique. Je vous rappelle les actions qui sont visées dans cette stratégie, identifier les objectifs et produits visés. Le fédéral a déterminé il y a quelques années qu'ils allaient bannir 6 articles. Donc, nous, on a décidé de notre côté d'en bannir 5 supplémentaires en plus de ceux du fédéral. Et évidemment, dans les actions qui sont également identifiées, il y a une concertation du milieu. À ce point de vue-là, on vise au moins 5 campagnes d'ici 2030. Évidemment, il y aura de la modification réglementaire. C'est déjà commencé. Vous l'avez vu au niveau de la modification, au niveau des sacs d'emplettes en plastique. On a commencé à bouger là-dessus. Et également, évidemment, enfin, comme action, adopter la stratégie et son plan d'action qui est prévu vers la fin de l'année 2025. Donc, prochaines étapes. On est en train de compléter en ce moment un benchmark, donc une étude de cas avec d'autres municipalités québécoises pour voir les différentes tangentes au niveau de ce secteur-là. Donc, présentation au niveau de 2025, au début de 2025, premier trimestre de ce dit benchmark. Consultation avec le milieu, donc évidemment, que ce soit avec la Chambre de commerce, que ce soit avec les autres associations sectorielles, ça va être important de travailler avec le milieu à ce niveau-là. Et enfin, au 4e trimestre, comme je vous l'ai mentionné, on vise l'adoption de la stratégie de réduction des articles à usage unique. Peut-être un tout petit complément, Madame la Présidente. M. Cabana est arrivé pendant la présentation de M. Degg, donc qui est directeur adjoint service de développement économique. Donc, assurément, les prochaines étapes devront se faire en collaboration avec les collègues de cette frange-là de la Ville. Donc, merci de votre présence aussi ce matin. Merci beaucoup. Bonjour, M. Cabana. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Oui, M. Deneau. Merci beaucoup pour la présentation. Et voici les questions. C'est quoi les articles qu'on retrouve le plus souvent dans les matières qui sont non récupérées? Parce qu'on parlait de tout près de 15 articles qu'on voulait prioriser. Mais il y en a sûrement que, avec votre expertise, que celui qu'on retrouve le plus, je serais curieux de savoir lequel. Bonne question. On n'a pas de caractérisation là, super exhaustive à ce niveau-là. Mais actuellement, ce qui se fait au niveau des villes, là, on cherche beaucoup à bannir les plastiques en généralement. Nous, notre stratégie, on vise les articles à usage unique. On parle souvent des plastiques. Mais nous, on cherche plus à s'attaquer à l'usage unique d'un produit. Fait il n'y a pas nécessairement de produit phare à ce moment-ci, mais évidemment, là, on parle des plastiques 1 à 7, là, beaucoup, on cherche à diminuer le plus possible. Tout à l'heure, vous avez parlé de 15 articles, c'est ça? En fait, le fédéral en a banni 6, donc au niveau de la distribution, au niveau de la fabrication. Donc, c'est des processus réglementaires qui vont rentrer bientôt en vigueur. Nous, en plus de ces 6-là, on cherche à en ajouter 5 autres. On parle de bannir, mais on parle d'encadrer et de réduire. Donc, on n'est pas nécessairement juste dans une forme de coercition ou de réglementaire aussi. Je ne veux pas me faire le porte-parole des gens du Conseil, mais je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas au fait de ces articles-là. Est-ce possible de les énumérer? Oui, certainement. Donc, ça retrouve ça, on en entend souvent parler. Il y a les pailles de plastique. Donc, là, je dis paille de plastique parce que. Puis, tu sais, je vous dirais que les commerces, comme vous pouvez le constater, ont déjà commencé à s'adapter. Vous allez au Louis pour le nommer, c'est des pailles en papier. Bon, il y a les anneaux de plastique, là, souvent qui servaient à attacher des boissons alcoolisées, par exemple, des bières. Il y a également des sacs de plastique. Donc, ensuite, il y a également des contenants de plastique. Là, on vise certains types de contenants, là, plus au niveau du numéro 5 et 6. Là, donc, des plastiques un peu moins aimés aussi. Puis, si je ne me trompe pas, j'en oublie-tu un? Est-ce que mes collègues ont droit de réplique à mes collègues?
Les ustensiles, je pense. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, les ustensiles également. Félicitations, Madame la Présidente. Oui, vous êtes à jour. Puis pour terminer, Madame la Présidente, on est capable de quantifier le nombre de tonnes qu'on a détournées? Parce qu'on parle beaucoup du coût économique en lien avec l'œuvre ou la mise en place de ces mesures-là. Mais pour la ville, c'est sûrement aussi un bénéfice. Tu sais, on prolonge la vie de notre site d'enfouissement. En plus du tonnage qu'on paye, c'est sûr qu'on paye aussi pour les matières compostables, là. Mais ce serait intéressant d'avoir un bilan. On a la facture que ça coûte la mise en place, mais il y a sûrement un bénéfice pour communiquer à l'ensemble de la population qui a un bénéfice aussi à faire ces gestes-là. Si jamais la prochaine fois, ce serait intéressant de l'avoir. Oui, j'en prends bonne note, mais effectivement, ça faisait partie des objectifs aussi au niveau du bilan Agrosec Québec. Donc, c'est un chiffre avec lequel on pourrait vous revenir pour la campagne qui a été réalisée au niveau plus quantitatif. Merci. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, les articles que vous avez nommés, c'est ceux qui vont être encadrés, bannis par le fédéral, puis le Sherbrooke voudra en ajouter 5, mais ça, c'est pas encore, ils ne sont pas encore ciblés. Tout à fait. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Boileau. Ah, puis j'en profite pour saluer Monsieur Louis Longchamp de Valoris qui vient de se joindre à nous. Bon matin. Ben, en fait, c'est juste peut-être un petit détail. Quand on essaie de remplacer, puis M. Longchamp va sûrement pouvoir renchérir parce que c'est lui qui m'en a parlé. Quand on essaie de remplacer des articles à usage unique par des articles qui sont réutilisables, il faudrait faire attention aussi pour que ça s'empire pas le problème. Puis là, je pense, comme vous m'aviez expliqué, là, les sacs réutilisables, les sacs en plastique, c'est vrai que c'est pas c'est difficile à décomposer et tout ça, mais un sac réutilisable, quand on le jette, c'est encore plus long à décomposer. Donc, euh, quand on va essayer de trouver d'autres moyens, d'autres alternatives, par exemple, ben, la paille en papier, ça se défait bien, c'est bon, là, mais de faire attention pour ne pas empirer le problème. Oui, puis tu sais, j'ajouterais à ce niveau-là, les équipes, on est super au fait, on regarde ce que le fédéral fait en ce moment. Mais là, en décembre dernier, il y a le gouvernement du Québec, à l'automne dernier plus précisément, qui a aussi annoncé qu'elle allait sortir sa stratégie au niveau du gouvernement du Québec et qu'elle allait également là, probablement légiférer au niveau des sacs réutilisables. Parce qu'effectivement, vous l'avez mentionné, on ne veut pas créer un autre problème. Puis là, c'est le cas, vous allez dans la plupart des grandes surfaces, les sacs réutilisables sont rendus assez économique aussi, donc c'est facile d'en ramasser plusieurs. Donc, bon point. Est-ce que M. Charon, vous aviez une question? Oui, je vais lever ma main. Merci. Je regardais au fait saillant, 98% des entreprises ont pris au moins une mesure de réduction, puis en moyenne, c'est 3 mesures de réduction. 3 mesures de réduction sur combien on se trouve à avancer beaucoup avec l'unité de mesure par rapport à ce que vous dites, là. L'éventail de possibilités de gestes de réduction est en guillemets un peu illimité. Là. Donc, je vous dirais que on parle plus d'une dizaine de choix là, souvent qui étaient offerts un peu aux citoyens, aux commerçants, donc à titre d'exemple. Donc, lorsque les stagiaires, l'escouade verte passaient, donc on leur proposait des actions, mais c'était assez large aussi. Ils pouvaient aller un peu piger dans différentes actions. Donc, on parle d'une dizaine, mais ça monte un peu plus. Là. Ouais. C'est parce qu'on peut se trouver peut-être au maximum de leur capacité avec juste ces 3 mesures-là. Là, c'est des choses qu'on ne sait pas. Là, mais autrement dit, à long terme, est-ce qu'on va avancer avec ça ou bien si on va stagner? Ça, c'est une bonne chose à mesurer tantôt. La deuxième question que j'avais, c'est vous avez c'est pour vous, c'est entreprendre Sherbrooke. Mais la ville de Prévost a été utilisée comme exemple. C'est parce qu'il n'y en a rien qu'une ou bien si c'est parce que c'est la meilleure exemple? Ou pourquoi la ville de Prévost? Au quotidien, je casse souvent les oreilles avec mes collègues, avec d'autres municipalités. Là. Donc, oui, Prévost a fait figure de plusieurs actions assez intéressantes, mais il y a également la municipalité de Terrebonne qui a des actions assez novateurs aussi. La ville de Montréal. Puis là, plusieurs villes sont en train d'emboîter le pas aussi à des stratégies de la sorte aussi. Donc, dans le benchmark aussi là, que je vais pouvoir aussi présenter là, plus en 2025, il y aura là, plusieurs villes aussi de taille similaire et
de tout à Ce que je trouve intéressant, évidemment, c'est de vivre l'expérience parce que tu peux mettre des règlements tant que tu veux. Là, si tu n'es pas capable de les mettre en application, ça fait que c'est un petit peu pour ça que j'apprécie cet exemple-là, puis ça en a d'autres. Merci. Monsieur Charon. Oui, c'est vraiment un beau travail d'accompagnement qui a été effectué avec les commerçants. 300, c'est quand même beaucoup, avec le sondage aussi. Moi, j'étais beaucoup intéressée à savoir un peu comme dans le vécu des commerçants. Tu sais, la première étape, c'était de bannir le sac plastique. Puis on l'a vu, ça n'a pas été simple, là. Il a fallu revenir sur le règlement, enlever l'épaisseur. Puis après ça, je comprenais aussi qu'il y avait un enjeu d'écoulement du stockage. Les gens veulent, ben, c'est ça, finir avec ce qu'ils ont dans leur boîte. Est-ce que pour certaines entreprises, ça s'avère vraiment compliqué de bannir de ne plus utiliser le sac plastique? Tu sais, dans leur pratique courante, peut-être plus aussi au niveau de l'alimentaire, est-ce qu'il y en a qui ont nommé cette difficulté-là ou l'absence d'alternative, par exemple? Ben, en fait, par année, soit environ 5 à 6 signalements. Donc, les citoyens peuvent aller sur le site web puis faire un signalement lorsqu'ils voient qu'un commerce utilise un sac de plastique. Donc, on n'en reçoit plus beaucoup des signalements de la sorte. Il faut dire aussi que nos équipes vertes, donc notre, je vais dire notre escouade verte, mais la patrouille verte, pardon, circule aussi dans les commerces depuis également quelques années en prévention. Donc, ils sont là vraiment pour sensibiliser, répondre aux questions. Donc, c'était effectivement un des motifs qu'on nous donnait le plus souvent. Donc, je suis en train d'écouler mon stock. Donc, actuellement, non, c'est plus trop nommé là, comme étant un frein. Là. On est comme passé à autre chose. Puis, c'est la raison pour laquelle aussi, comme on était dans les premières villes aussi, là, à bannir les sacs de plastique, il a fallu modifier, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il a fallu modifier notre réglementation parce que, bon, à l'époque, 100 microns, là, qui était l'épaisseur maximum pour un sac, c'était pas si fréquent. Les commerces, certains s'étaient adaptés. Donc, là, on a fait aussi comme d'autres villes, on a enlevé la référence à 100 microns. Donc, peu importe l'épaisseur, aujourd'hui, c'est moins mêlant aussi pour les commerçants. Donc, peu importe l'épaisseur, qu'il soit oxo, biodégradable, compostable ou en plastique conventionnel, peu importe son épaisseur, le sac il est banni. Donc, voilà. Fait que dans le fond, si les gens, par exemple, qui commandent de la nourriture, ils peuvent s'attendre à encore retrouver des sacs plastiques, mais dans quelques années, les stocks devraient être écoulés, puis Oui, puis même au niveau des inventaires, c'est pas complété. Puis bon, la réglementation, là, en ce moment, on est plus on s'oriente plus là, pour commencer à émettre des avis de non-conformité, étant donné évidemment la disposition prévue au règlement. Là. Donc, Sinon, est-ce qu'il y a des articles que les commerçants ont dit, mais il me semble que ça serait la prochaine étape? Est-ce que c'est quelque chose qui a été identifié à travers les sondages, puis les visites, ou c'est pas quelque chose qu'on a. Il faudrait peut-être consulter à nouveau, peut-être Antoine Sherbrooke qui pourrait nous répondre, mais je vous dirais qu'avec Montréal qui a bougé récemment là, beaucoup sur les articles à usage unique, ce qui fait en sorte que les fournisseurs, les carousels de ce monde ont adapté leur catalogue de produits et de plus en plus, comme je vous dis, il n'est pas rare quand vous allez dans un restaurant, vous allez à la fête du Lac des Nations, on vous sert dans des ustensiles compostables en bois, des pailles en papier. Donc, il y a déjà tout un mouvement là, qui est pris parce que les fournisseurs ont bougé, parce que les grandes villes, les grands donneurs d'ordre ont aussi bougé. c'est sûr que ça va beaucoup nous aider s'ils n'en vendent plus, hein? Tout à fait. Super. Je me demandais si, tu sais, comme les épiceries en vrac, là, on apporte nos contenants, est-ce que ça pourrait être une alternative que les commerçants trouveraient viable? Parce que, tu sais, à un moment donné, juste avant la pandémie, c'était quelque chose qui était possible dans plusieurs restaurants, tu sais. On pouvait arriver avec nos propres contenants, puis partir avec nos plats à commander. Puis avec la pandémie, ça a été vraiment coupé côté mesures sanitaires, etc. Mais est-ce que ça a été nommé que ça pourrait être une alternative intéressante que les gens apportent leur propre contenant? Je fais partie des 3 actions posées par les commerçants les plus populaires. Donc, effectivement, il y a plusieurs là, commerçants qui ont été sondés, qui ont répondu aux 2 sondages qui nous ont mentionné accepter l'utilisation de contenants des clients. Donc, c'est quelque chose à mettre de l'avant parce que à ce niveau-là, on est dans une mesure de réduction à la source. Comme vous le savez, on est toujours à essayer de prioriser ces actions-là avant la réglementation, avant d'utiliser les matières recyclables. Donc, c'est effectivement quelque chose qui a été assez populaire.
Super. Puis je me demandais aussi pour les, tu sais, les éco-copes qu'on voit dans certains commerces, est-ce que, tu sais, il y en a qui les ont mis en place, puis qui ont une consigne, on tu ramènes ta tasse, tu la remplis, etc. Est-ce que il y aurait besoin d'un accompagnement de la ville de Sherbrooke pour faciliter la mise en place des éco-copes dans les commerces? Est-ce que ça a été nommé, ça aussi? On a déjà une action à notre plan de gestion de matières visuelles là, qui vise aussi à faire à plus grande échelle, en fait, l'utilisation de vaisselle durable, réutilisable. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on va pousser. Les institutions aussi, comme le Cégep de Sherbrooke, ont fait des essais. Ils sont aussi à l'écoute un peu de ce qui se passe dans les autres réseaux collégiales aussi, parce qu'il y a plusieurs réseaux collégiales qui ont emboîté le pas de la vaisselle en consigne, que ce soit des trucs comme la tasse, par exemple, qu'on a vu dans les dernières années. Mais il y a un certain petit ralentissement. Au niveau du modèle d'affaires, on voit qu'il y a encore un peu de gain à faire, de déficience là, pour que ces modèles-là puissent sortir de Montréal, s'établir dans des réalités comme celle de Sherbrooke ou de d'autres villes un peu plus petites que Montréal. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça, on est vraiment dans un changement d'habitude, de comportement. Puis on voit aussi que les villes s'inter-influencent entre elles, là. Fait que c'est super. Puis j'avais une dernière question, c'était. Ah non, j'en ai deux autres dernières questions, je vais faire ça vite. Au niveau du financement, tu sais, on voit que ça a coûté à peu près 180 000 Là, on a une image, tu sais, on a tout l'aspect visuel qui est là. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une deuxième phase de financement par Recycle Québec ou est-ce qu'ils vont être là finalement parce que la recommandation, c'est de poursuivre une autre année le projet. Donc, puis sinon, mais ça serait quoi le financement nécessaire? Est-ce qu'on a évalué ça? Ces évaluations-là, comme on a fait référence dans les prochaines étapes, sont à poursuivre. Donc, ça dépendrait des articles qui sont ciblés, du milieu, quel type de besoin d'accompagnement. Donc, c'est vraiment l'année de planification 2025 qui va nous permettre de mieux répondre à cette question-là. OK. Puis Recycle Québec, Pour l'instant, pas de signaux de boucan à cet effet. OK. Dernière question, on parle beaucoup de l'exemplarité de la ville de Sherbrooke, puis on parle tu sais, comment on doit montrer l'exemple dans nos événements publics. Puis, ben, c'est peut-être plus un commentaire, mais il faudrait qu'il y ait un lien avec la politique de développement des événements à vocation économique. Parce que, tu sais, souvent, par exemple, si on prend l'exemple de la fête du lac, tu sais, c'est une fête qui est pas, c'est un organisme qui l'organise, c'est pas la ville de Sherbrooke, mais comme ça se passe à Sherbrooke, ben, tu sais, c'est Sherbrooke qui est pointé du doigt pour l'aspect exemplarité. Fait que je pense que il faudrait qu'il y ait un lien avec nos intentions et puis la politique des événements. Bien, votre commentaire est tout à fait à propos et effectivement, dans le cadre des événements, on est en accompagnement, en travail avec nos collègues du service de développement économique pour trouver des clauses d'éco-responsabilité à l'intérieur. Vous allez voir dans les prochains dossiers aussi, Festival événement vert de l'Estrie est un des partenaires sur le territoire pour permettre de rendre encore plus éco-responsable. Donc, ce travail-là de collaboration se fait effectivement, mais votre commentaire est tout à propos. C'est que dans plusieurs différents projets politiques, on travaille l'aspect événementiel. Donc, il faudrait que tout ça, ça se parle, ça soit arrimé. Excellent. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on pourrait passer au prochain dossier. Pour le prochain dossier, c'est le bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles. Donc, on a 60 minutes, mais j'imagine que c'est pour traiter les deux dossiers, hein, parce qu'on a après ça l'avancement du PGMR. Donc, je partage. Est-ce que c'est. Parce que M. Alexandre Demers est arrivé, c'est l'inviter à se joindre. Merci, vous pouvez vous joindre à nous. Venir vous installer autour de la table. Donc, effectivement, nous avons deux bilans à vous présenter. Le premier, c'est le bilan de la gestion des matières résiduelles et par la suite, c'est l'état d'avancement du PGMR. Si ça vous convient, Madame la Présidente, on vous propose de faire les deux présentations parce qu'il y a des fois des questions que vous pourriez avoir dans la première partie qui vont être répondues dans la deuxième. Donc, est-ce que ça vous convient comme ça? Et je me dois de le dire. Donc, ceux qui sont des habitués de la gestion des matières résiduelles, vous voyez que notre collègue Patrice Charbonneau est en vacances cette semaine. Donc, il n'est pas avec nous. Donc, vous constaterez que la présentation que nous ferons seront à l'aide des cerveaux de toute l'équipe GMR en collaboration avec le service d'entretien et des infrastructures. Donc, on a besoin de tout ce beau monde-là pour remplacer M. Charbonneau quand il est en vacances. Donc, Madame Vénéga-Gagnon, je vous cède la parole pour la première partie, qui est l'état d'avancement du plan de gestion des matières résiduelles. C'est pas vrai, qui est le bilan de la gestion des matières résiduelles 2023. Anaïs.
Super. Merci. Donc, oui, comme Ingrid vous disait, là, on va faire 2 bilans différents. Premièrement, ici, je vais vous présenter un bilan en chiffres de la gestion des matières résiduelles pour l'année 2023. Puis, par la suite, on va passer à l'état d'avancement, là, qui va être un bilan un peu plus qualitatif des actions qu'on met en place dans notre équipe. Puis, pour la deuxième partie, je vais être accompagnée d'Anthony puis de Marie-André qui vont présenter chacun leur dossier. Bon, donc pour commencer, par le bilan en chiffres, je m'excuse. Bon, voilà. La présentation va être divisée en 2 parties. Premièrement, on va avoir un bilan de la collecte municipale, donc la collecte qui se fait dans les écocentres, la collecte aussi porte à porte des matières recyclables, des matières organiques et puis des déchets. En second lieu, on va passer au portrait de l'élimination, c'est-à-dire au portrait des matières résiduelles en provenance de Sherbrooke qui ont été acheminées vers l'enfouissement en 2023. Ça, c'est des données qui proviennent du ministère de l'Environnement. Donc, pour les déchets, on a des données plus complètes parce qu'on a non seulement les données sur la collecte municipale, mais aussi les données sur les collectes privées ou les entreprises qui amènent directement des résidus à l'enfouissement. Donc, dans cette partie-là, il va être question des objectifs du plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 qui porte justement sur le taux d'enfouissement. On va passer par la suite à la provenance des matières éliminées qui sont les grands générateurs pour finir avec le potentiel des réductions des déchets qui sont enfouis. Désolée. Bon, commençons par le bilan de la collecte municipale. Pour toutes les collectes municipales, on va comparer les chiffres de 2023 avec les 5 années précédentes, soit de la moyenne entre 2018 à 2022. Il va être question aussi du tonnage global, puis celui-ci va être ramené en kilogrammes par habitant. C'est important de comprendre que quand on parle par habitant, on parle de la population entière de la ville de Sherbrooke et non uniquement ici, par exemple, des personnes qui ont visité les écocentres. Cette donnée va nous permettre de venir effacer en quelque sorte le biais qui peut exister si on regarde strictement le tonnage global parce que la population est en croissance chaque année. Donc, puis oui, je vais aussi vous parler des tendances là, entre 2023 puis les années précédentes, puis des principaux facteurs qui viennent les expliquer. Donc, commençons par les écocentres. Vous voyez que le tonnage global qui est collecté en écocentre ainsi que le kilogramme par habitant connaît une tendance à la hausse. Le nombre de visiteurs aussi. Donc, ces chiffres s'expliquent non seulement à cause de la croissance de la population, mais aussi parce que la population a de plus en plus recours aux écocentres et qu'ils amènent plus de matière dans ces centres. Vous voyez là dans le graphique, la majorité des résidus qui sont emmenés en écocentre proviennent des travaux de construction, rénovation et démolition. Donc, on voit que les écocentres sont des lieux très importants pour les citoyens qui veulent se départir de leurs résidus là, quand ils font des travaux. Puis, oui, ben c'est ça. Puis qui veulent qu'ils soient recyclés et non acheminés vers l'enfouissement. D'ailleurs, vous voyez la petite donnée à gauche, là, 94% des matières collectées dans les écocentres sont acheminées vers des recycleurs. Oh, je dois y aller avec la souris, désolée. Pour la collecte porte-à-porte des matières recyclables, on voit une tendance inverse, soit une baisse dans le tonnage global qui est collecté par la ville, puis du kilogramme par habitant. Ça, en fait, c'est une tendance pour l'ensemble de la province due à l'éco-conception qui est de plus en plus utilisée là, pour la conception des emballages puis des contenants, puis aussi à la baisse de l'utilisation du papier. À la ville, comment on peut améliorer la performance de cette collecte? On a une principale mesure qu'on peut mettre en place, celle d'éduquer sur le bon tri à la source, parce que les autres actions possibles vont incomber à Éco-entreprise Québec à partir de 2025. Donc, on n'a pas beaucoup d'influence sur la performance de cette collecte-là à partir de 2025.
Puis, contrairement, là, vous voyez la statistique à gauche, là, contrairement à la croyance populaire, là, les matières qui sont mises dans le recyclage vont être acheminées à 95 là, vers des recycleurs. Donc, on a un beau taux de recyclage. Puis, petit aparté là, sur les dépôts volontaires du verre. En 2023, on a eu 706 tonnes de verre qui ont été collectées dans nos différents points de dépôt. On avait 8 points de dépôt et maintenant, on en a 9, bientôt 10. Puis, en 2023, on avait 18 conteneurs pour les récupérer. Maintenant, le bilan de la collecte porte-à-porte des matières organiques. On voit une tendance à la hausse dans le tonnage qui est collecté dû à la hausse de la population. Par contre, quand on va voir le kilogramme par habitant, on voit qu'il stagne. Ça, c'est à cause de la clientèle qui est desservie, qui est demeurée la même depuis le début de cette collecte. En ce moment, on fait principalement les résidences unifamiliales et les multilogements de 5 logements et moins. Donc, comment améliorer la performance? Bien sûr, étendre la desserte à plus de clientèle. Si vous voyez les chiffres en bas à droite, là, en 2023, 72 du total des unités d'occupation résidentielle étaient desservies par sa collecte, mais seulement 33 de ces unités qui étaient comprises dans des multilogements de 6 logements et plus étaient desservies. Donc, vous voyez qu'il y a un gros gain à faire de ce côté-là, entre autres. Pour continuer, un autre moyen d'améliorer la performance serait de maximiser davantage l'herbirecyclage et le feuillicyclage, désolé, puis de réduire le gaspillage alimentaire. Petit fait intéressant, 95 des matières collectées sont valorisées en compost. Peut-être pour la compréhension de tout, là, herbicyclage et feuillicyclage, dans le fond, vous parlez que les gens ils se départissent d'eux-mêmes de leurs feuilles à l'automne. Oui, ils peuvent les laisser sur leur terrain, en effet. C'est parce que quand les gens ils les mettent dans leur bac brun, ça fait beaucoup de volume à ramasser. Puis, c'est des matières qui pourraient être laissées au sol. Par exemple, l'herbirecyclage, quand on passe la tondeuse puis qu'on laisse le gazon là, il va se composter sur place, puis il va faire en sorte aussi que le gazon va être plus beau. En fait, c'est tout à l'avantage des citoyens de faire l'herbirecyclage. Le feuillicyclage, si on met les feuilles en plus petits morceaux, là, puis qu'on les laisse sur le terrain aussi, c'est bon pour le sol, puis ça encourage la biodiversité. Est-ce que je réponds à la question? Merci. Donc, pour le bilan de la collecte porte-à-porte des déchets à présent, bonne nouvelle, on voit que le tonnage, malgré la croissance de la population, stagne. Ça veut dire que les gens vont détourner de plus en plus les matières de l'enfouissement. Même que, deuxième donnée en bas, on voit que le kilogramme par habitant baisse, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Comment qu'on peut continuer à améliorer la performance? Améliorer la performance, c'est-à-dire qu'on veut baisser la quantité de déchets qui sont enfouis. On peut encourager la réduction à la source. Par exemple, la Ville offre un programme d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène durable. On peut encourager les activités de réemploi, améliorer l'accessibilité aux écocentres parce que les personnes qui n'ont pas facilement accès aux écocentres à cause de leurs moyens de transport, bien souvent, ont tendance à mettre leur matière aux déchets quand ils pourraient être facilement recyclés si c'était apporté au bon endroit. Puis, continuer d'informer, sensibiliser, éduquer la population au bon tri des matières. Je vais passer à la deuxième partie. Là, je m'excuse, j'ai comme un problème. OK. Je vais passer à la deuxième partie, soit le portrait de l'élimination. L'objectif principal de la ville de Sherbrooke est du plan de gestion des matières résiduelles est de réduire la quantité de matière éliminée à 480 kg par habitant
en 2023. Ça, c'est l'objectif ultime. Les sous-objectifs sont inhérents à l'objectif principal, donc il va falloir les atteindre pour pouvoir atteindre l'objectif principal. C'est avant 2023 de recycler 75 du carton, verre, plastique, métal, recycler 70 des matières organiques et recycler ou valoriser 85 des résidus de construction, rénovation et démolition. Donc, petit portrait là, de la provenance des déchets à la ville de Sherbrooke. En fait, à la ville de Sherbrooke, sur le territoire, il y a environ 326 000 tonnes de matières résiduelles qui sont générées en tout et partout. 70 d'entre elles sont acheminées vers des filières de récupération, soit à travers la collecte du recyclage, la collecte des matières organiques, les écocentres, etc. 30 par contre de ces matières sont acheminées à l'enfouissement. D'où proviennent-elles? Ces 98 000 tonnes proviennent en grande partie de 3 secteurs, soit 31 des institutions, des commerces et des industries, à 29 du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition, puis à 25 ce sont des déchets domestiques et encombrants, donc du secteur résidentiel. On a un petit 2 du côté des écocentres et le 13 résiduel, c'est toutes les autres sources minimes de déchets sur lesquelles la ville a peu ou pas d'influence. Donc, vous comprendrez que pour atteindre notre objectif qu'on voit en bas de 480 kg par habitant en 2030, il va falloir se concentrer nos actions sur les 3 principaux générateurs. Actuellement, la ville, en 2023, on était à 690 kg par habitant de déchets qui est enfoui. Là, il faut se rappeler là, que quand on parle de kilogrammes par habitant dans le portrait de l'élimination, il est question de toutes les matières résiduelles enfouies en provenance de Sherbrooke et non seulement celles que les citoyens mettent dans leurs poubelles. Donc, si on prend toute cette matière-là, puis qu'on la divise par la population, en 2023, on arrive à 690 kg par habitant. Donc, il faut baisser de 210 kg par habitant d'ici 2030 pour atteindre notre objectif. Comment que ça se traduit dans les différents générateurs? Bon, pour les résidus d'institutions, commerce et industrie, ça veut dire une baisse de 89 kg. Pour le secteur de la construction, rénovation, démolition, on est à 77. Puis pour le résidentiel, à 45 kg, ce qui équivaut à que du côté résidentiel, là, ça l'équivaudrait à ce que chaque citoyen génère une grosse poubelle noire et demie moins par année. Donc, le potentiel de réduction, comment il a été calculé? On a regardé c'était quoi qui était enfoui par chaque générateur, puis c'était quoi la capacité de valorisation des matières. Donc, ce n'est pas toutes les matières qui vont à l'enfouissement qui devraient se retrouver là. On a regardé ceux qui pouvaient être détournés. Puis, si on les enlève des déchets, on arrive à ces résultats-là. Si vous prenez, par exemple, là, le secteur de la construction, rénovation, démolition, on a le bois qui représente 37 des résidus éliminés. Mais le bois, comme vous le savez, il y a d'autres débouchés qui existent. Il y a du réemploi qui peut être fait, du recyclage, de la valorisation. Donc, vous voyez que c'est un bon levier là, pour réduire les quantités qui sont éliminées. Les prochaines étapes, ça va être de rendre le rapport du bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles disponible sur le site web de la Ville. Les communications sont en train de travailler sur un beau document à rendre public pour les citoyens. Puis, puis on va revenir vous présenter là, un bilan mi-plan de gestion des matières résiduelles en 2026 et un bilan final en 2030. C'est tout. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Et je voulais juste revenir sur un élément. Oui. Vous avez dit le citoyen, la citoyenne, pour arriver à ce résultat-là, devrait produire par année là, une poubelle et demie, fait un bac noir Oui, les par gros année. bacs noirs et demi en moyenne. Oui.
De moins. OK, de moins. Oui, de Au moins. total. Oui. Parce que ça Moi, serait c'est- vraiment pas beaucoup, hein? Oui, on reste dans le réaliste là-dedans, là, vous voyez. Ça, c'est le petit côté du résidentiel, mais là, on pourrait peut-être trouver d'autres équivalents là, pour la construction, peut-être plus en termes de conteneurs, je ne sais pas, juste pour plus imager. Mais oui, c'est pour les citoyens, ça serait cette baisse-là. Parfait. Puis j'avais une autre question de compréhension. Vous avez utilisé le mot élimination plutôt qu'enfouissement pour le Mhm. sang qui n'est pas recyclé. Est-ce que c'est volontaire? Parce que dans le fond, ce qui est enfoui n'est pas nécessairement éliminé. C'est des synonymes. OK. Ouais, on va l'éliminer, ça veut dire comme on l'enfouit, on y pense plus. OK. Merci. Donc, on poursuit avec l'état d'avancement du PGMR. Oui, donc si je vais prendre le contrôle Ouais. de l'écran, le temps que Mme Vénéga-Gagnon. Ah, il est là. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, cette présentation-ci se fera en garde partagée avec les différents membres de l'équipe. Je vois par contre, il y a une main levée, je ne sais pas, Mme Belrose, si vous voulez la prendre. Oui, Madame Laroche, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour. Aviez-vous Merci. une Oui, question? c'était juste une mini question avant qu'on passe à l'autre sujet, là, puis je me suis pris un peu tard, là, mais c'était juste une mini question sur les matières collectées au niveau du recyclage. Il y avait comme un 5 qui était pas, qu'on n'arrivait pas à envoyer pour du recyclage. Je me demandais juste si on avait une idée un peu plus de quelle matière, surtout, il s'agissait. Ben, en fait, c'est que c'est des matières qui n'avaient pas été bien triées initialement lors de l'envoi. Donc, Et ça peut c'est des être matières qui sont carrément non propices au recyclage. C'est pas exactement. une matière C'est qu'on ça. n'arrive pas à... Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Donc, état d'avancement annuel du plan de gestion des matières résiduelles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter là, toutes les actions qui ont été réalisées depuis l'adoption du PGMR 2023-2030 pour que vous puissiez le voir, l'étendue des actions qui est faite par les équipes. Madame Charon, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, on vient effectivement de vous présenter le bilan des matières résiduelles pour l'année 2023. À travers la présentation qui commence, on va parler des actions qui ont été réalisées parmi celles qui sont prévues au plan de gestion des matières résiduelles pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de réduction des quantités de matières éliminées. Plus spécifiquement, la présentation vise à vous informer sur l'état d'avancement de la première année et demie de mise en œuvre du nouveau plan de gestion des matières résiduelles, puis de présenter les prochaines actions qui vont être déployées. Donc, on voit ici la façon dont le plan de gestion est construit. On a 14 thématiques qui regroupent ensemble 30 mesures, lesquelles sont basées sur la hiérarchie des 3 RV, donc réduire à la source, réemployer, recycler et valoriser les matières organiques. Ces 30 mesures-là sont, elles, découpées en 90 actions. Évidemment, aujourd'hui, on ne fera pas le tour des 90 actions. On va vraiment se concentrer sur 9 thématiques, celles pour lesquelles on a le plus avancé ou qui avaient des actions prévues là, dès le début du PGMR. Alors, on commence avec les morceaux au niveau de information, sensibilisation et éducation, ISE, qui ont été réalisés de façon plus générale en 2023. 3 grands blocs. Le premier, c'est des ateliers puis des kiosques sur le bon tri qui sont réalisés auprès de la population immigrante. Ça s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la Ville avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Donc, ça se fait en collaboration avec le service des sports, de la culture et de la vie communautaire. Ça a permis de développer un concept de mini-atelier qui vise, oui, à sensibiliser sur le bon tri, mais aussi à favoriser les rapprochements interculturels. Donc, dans ces ateliers-là, il y a beaucoup d'échanges entre les participants qui regroupent à la fois les populations immigrantes et la communauté d'accueil. Ça nous a permis également de développer plusieurs partenariats avec des organismes du milieu pour aller rejoindre les clientèles ciblées. Puis, lors des 2 premières années du projet, on a sensibilisé 750 personnes dans 24 activités qui sont dans des milieux diversifiés et ça a donné lieu à 11 partenariats. Ensuite, la deuxième action, c'est les suites de la grande campagne Zéro Gaspille qui a été réalisée et mis en place en 2022. Une campagne de communication avec l'humoriste Mathieu Pepper. Donc, en 2023, c'était les suites là, de cette campagne-là, notamment sur les réseaux sociaux. Et troisième grand morceau, ISE, c'est un mandat qui a été donné au Conseil régional de l'environnement pour la réalisation d'un programme d'ateliers dans les écoles sur des sujets qui touchent le cycle de vie, l'économie circulaire.
Donc, pour l'année scolaire 2023-2024, le Conseil régional de l'environnement a visité 7 classes dans 4 écoles différentes sur tout le territoire sherbrookois. Ça a permis de rejoindre 164 élèves de moins de 12 ans. Et chaque classe a reçu l'atelier vraiment individuellement et le nombre d'élèves par classe variait de 19 à 26. Les thèmes qui ont été abordés dans ces ateliers-là, c'est le matériel électronique, les articles à usage unique, la surconsommation, selon le choix des écoles. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, le projet pour l'année scolaire qui commence, il y a 18 classes qui se sont montrées intéressées et qui potentiellement pourront accueillir une animation. Pour les pages, à partir de maintenant, on va vous présenter les actions plus sous forme de lignes de temps. Donc, on commence avec les matières organiques. Le projet pilote de collecte des matières organiques dans les industries, commerces et institutions, les ICI, et certains multilogements qui s'est poursuivi, notamment avec l'ajout du volet de collecte par conteneur. Ça vise à offrir une alternative de collecte des matières organiques aux ICI, puis en même temps, une nouvelle façon de ramasser les matières organiques pour les multilogements. Donc, les écoles qui en font la demande peuvent évidemment s'intégrer au projet également. Dans les prochaines actions au niveau des matières organiques, on va revenir présenter le bilan du projet pilote au niveau de la collecte par conteneur. Celui par bac a déjà été fait l'hiver dernier, mais on va en profiter pour faire une mise à jour en même temps là, où on en est rendu. Ensuite, au niveau des événements éco-responsables, en 2023, il y a un mandat qui a été octroyé à Festival Événements Verts de l'Estrie pour réaliser un diagnostic de l'éco-responsabilité dans les événements de proximité. Donc, ici, événements de proximité, on réfère à des petits événements qui sont organisés dans les communautés qui visent aussi le développement de liens sociaux. Donc, on a collaboré avec la Division des loisirs et de la vie communautaire et FEV, Festival Événements Verts de l'Estrie, a réalisé des visites sur place pendant les petits événements pour aller faire des observations. Évaluer les améliorations qui sont possibles, puis présenter des recommandations applicables dans le contexte des petits événements, que ce soit des méthodes, des outils, sous diverses formes. Ces recommandations-là ont été analysées, puis vont être intégrées dans une prochaine mouture du guide du promoteur pour les événements de proximité. En 2024, on a formé le personnel municipal en loisirs, une formation qui a été faite conjointement entre le Bureau de l'environnement et FEV. Ça nous a aussi permis de recueillir des idées pour des actions futures. Et en plus, on a acquis une fontaine d'eau potable pour les événements de proximité. Donc, c'est un petit modèle qui est facile à transporter puis qui s'applique bien là, pour les plus petits événements. Pour la suite de la présentation, je passerai la parole à ma collègue Anaïs. Oui, l'année 2023, c'est une année de transition vers le nouveau système de collecte sélective, c'est-à-dire le nouveau système de recyclage. Donc, si vous voyez dans le schéma à gauche, la situation actuelle, la ville de Sherbrooke, les responsabilités en lien avec le recyclage qui lui sont données par le gouvernement provincial. Donc, par exemple, la fourniture des contenants de recyclage, l'éducation et le service de première ligne, c'est-à-dire le service à la clientèle, la collecte et le transport des matières recyclables. À partir de 2025, les producteurs qui mettent sur le marché contenants, emballages et imprimés vont être à 100% responsables de ces matières en fin de vie et ils vont être représentés par Éco-entreprise Québec. Donc, les responsabilités de la ville vont maintenant appartenir à une entreprise. Puis, c'est ça, on peut passer à la prochaine. Mais oui, la Ville va conserver plusieurs activités grâce à son entente avec Éco-entreprise Québec, qui a été signée le 1er février 2024. Donc, pour le citoyen, rien ne va changer puisque la Ville a signé son entente avec Éco-entreprise Québec. Nous, de notre côté, on doit s'adapter à la nouvelle situation, notamment à travers les modifications réglementaires, l'adaptation de nos processus à l'interne, puis la mise à jour du portrait des contenants de collecte de recyclage sur le territoire de la ville. En 2023 et en 2024, on a aussi mené des actions en lien avec les résidus de construction, de rénovation et démolition.
en 2023, j'ai fait mon essai de fin de maîtrise sur une analyse des pratiques en gestion des résidus de construction, rénovation, démolition qui peuvent être mises en place à Sherbrooke. Ça venait répondre à une action du PGMR. Aussi, on a participé à un groupe de travail porté par le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, le CIRIEC. Donc, le lab auquel tous les acteurs qui étaient touchés par le secteur de la construction, donc les villes, étaient invités à participer. En 2024, on a commencé une table de réflexion avec notre partenaire Valoris et la MRC du Haut-Saint-François parce que Valoris ont un centre de tri des matériaux de construction. Donc, on veut se concerter là, dans les prochaines actions à mettre en place au niveau de la MRC, de la ville de Sherbrooke et aussi du côté de Valoris. Puis, pour la suite, on va venir vous présenter un plan d'action des prochaines étapes là, à mettre en place pour réduire le taux d'enfouissement des résidus de construction. Je passe la parole à Anthony. Désolée, Anthony. Merci. Donc, Écocentre, en matière d'écocentre, comme vous le savez, les dernières années ont été chargées. On l'a vu tantôt, 158 000 visiteurs cette année, en 2023, pardon. Chaque année, là, depuis quelques années, là, on bat le record de l'année précédente, autant en termes de visites qu'en termes de tonnage reçu. Donc, les écocentres roulent à pleine capacité. On a également, j'en profite pour le souligner, cette semaine, on a atteint le 2 millionième visiteur à l'écocentre. Ça nous a pris 15 ans à atteindre le premier millionième, puis 6 ans pour atteindre un autre million. Donc, vous voyez, les écocentres, une bonne nouvelle, sont populaires, mais roulent à pleine capacité. Ça entraîne des enjeux de congestion. Donc, il y a un fort achalandage. Il y a un manque d'espace aussi là, depuis quelques temps là, qui nous empêche aussi d'accueillir de nouvelles matières au niveau des écocentres. Ça pose des enjeux opérationnels. Ceci étant dit, on continue d'offrir à la population un super service, puis on le voit, la population répond présent. Ce qui nous a fait quand même faire en fait un travail d'analyse. Donc, 2022, on a repris le chemin de l'analyse. Donc, on a réalisé une étude d'optimisation 2023-2024. On a remis à jour les études de besoin. C'est important de le refaire pour s'assurer que ce qu'on a également complété dans les dernières années répond encore à cette réalité-là en termes de conformité, en termes d'attente de la population. Puis, évidemment, on a déposé aussi une étude de faisabilité dans le cadre d'une demande de financement au Fonds municipal vert. Donc, 2024, on a déposé au mois de juillet, là, cet été, cette dite demande de financement au Fonds municipal vert pour l'agrandissement de l'écocentre Rose-Cohen. Donc, on devrait avoir une réponse d'ici la fin de l'automne. Donc, c'est une demande de financement qui combine un prêt et une subvention. Puis, évidemment, là, pour la suite au niveau des écocentres, on va évidemment là, déposer aux élus aussi là, un plan d'action, puis voyant l'ensemble de l'optimisation du réseau des écocentres en lien avec la demande de financement. Économie circulaire, mesure numéro 21 du plan de gestion de matières résiduelles de la ville. Donc, la ville est relativement assez active au niveau de l'économie circulaire. Donc, juste à titre d'exemple, depuis 2018, là, on a participé à la concrétisation du projet de Synergie Estrie, donc par notamment un soutien financier et technique. On fait partie également d'un réseau qui s'appelle Villes et régions circulaires, donc qui est un réseau de villes canadiennes là, mobilisé pour accélérer la transition vers l'économie circulaire. Plus récemment, donc 2023, notre application en économie circulaire nous a aussi valu une invitation là, pour être conférencier pour la 3e édition des Assises québécoises de l'économie circulaire en 2023, qui avait lieu au Palais des Congrès de Montréal. On a également collaboré avec le LIRID, qui est un laboratoire de recherche au niveau de l'Université de Sherbrooke en analyse cycle de vie. Donc, on a réalisé avec eux une analyse de flux de matière préliminaire pour le territoire de Sherbrooke afin de pouvoir aussi dresser là, un premier portrait sommaire au niveau des flux de matière au niveau du territoire. Ce qui s'en vient aussi au niveau de l'économie circulaire, bien, on travaille de concert évidemment avec le service de développement économique qui, eux aussi, ont également un mandat important au niveau de l'économie circulaire, au niveau un peu plus industriel, au niveau de différentes actions en lien plus avec le secteur ICI.
Donc, on va travailler de concert avec eux pour ultimement présenter la feuille de route aussi en économie circulaire. Réutilisation, on en parle aussi depuis quelques présentations. Donc, l'importance d'encourager, de supporter les réductions à la source. Donc, 2023-2024, on a travaillé avec Entreprendre Sherbrooke pour l'organisation de cafés de réparation. On a également fait l'essai avec Défi Polytech de projets de reconditionnement de ventilateurs. Donc, je ne parle pas de récupération ou de recyclage de métaux, je parle vraiment de réparation. Dans ce cas-ci, c'est intéressant. Donc, c'était vraiment des matières qui est arrivées à l'éco-centre et qui ont été détournées de l'enfouissement grâce à cette entreprise d'économie sociale et adaptée qui est Défi Polytech. Puis enfin aussi, depuis 2021, le projet est sur sa fin, mais on collabore aussi avec Valoris qui mène un projet de recyclage des meubles rembourrés, donc un projet pilote aussi dans le cadre d'une demande de financement avec Recyc Québec. Enfin, ça a été adopté tout récemment. Donc, nouveau partenariat pour la tenue des cafés de réparation. Donc, une entente de 4 ans avec l'accorderie de Sherbrooke pour aller dans différents arrondissements de la ville aussi tenir ces 10 cafés de réparation qui sont très appréciés de la part de la population. Et dans la demande de financement également qu'on a faite au Fonds municipal vert, il y a un important déploiement du réemploi. Donc, on cherche à accélérer le réemploi à travers aussi la mission de nos éco-centres. Donc, ça sera également à suivre dans les prochains mois. Réduction à la source. 2022-2023, je l'ai mentionné tout à l'heure par rapport au sac d'emplettes. Donc, on a continué nos tournées avec la patrouille verte au niveau des commerces. Donc, en amont de la réglementation qui s'en venait, on cherchait à sensibiliser, faire de l'éducation au niveau des sacs d'emplettes. On a également procédé, comme vous le savez, l'entrée en vigueur du règlement a été en octobre, début octobre, donc modification réglementaire au niveau des sacs de plastique. Je vous ai présenté ce matin aussi le projet sur la réduction des articles à usage unique. Puis également, tout récemment, ce qui va être également intéressant de suivre, c'est le début du programme d'accompagnement des familles pour tendre vers le zéro déchet. Bonne nouvelle, actuellement, il y a 23 familles qui ont été sélectionnées sur un total de 20. Donc, on est allé un peu plus large aussi pour avoir un peu plus de familles. Donc, la première rencontre aura lieu le 17 octobre. Donc, ça va être excitant de voir le déploiement de ce projet. Donc, je vous rappelle encore une fois l'avancement des actions et dans l'objectif d'atteindre ceux fixés par le plan de gestion de matières résiduelles. Donc, je vous rappelle, l'objectif principal est de réduire au niveau global. Donc, combinant les 3 secteurs, de réduire de 210 kilos par habitant, donc par année, pour atteindre un total de 480 kg d'ici 2030. Donc, les actions qu'on mène, qu'on vous a présentées et qui vont suivre, vont toucher les ICI. Donc, on parle d'une diminution dans ce cas-ci de 89 kilos pour le secteur des ICI, de 77 kilos de réduction au niveau du secteur CRD, construction, rénovation, démolition. Puis enfin, au niveau déchets domestiques et encombrants, donc on parle d'une réduction de 45 kilos également dans les prochaines années pour atteindre un 130 kg par habitant. Prochaines étapes, donc tout comme le bilan, il va être également déposé et accessible aux citoyens. Donc, dépôt de l'avancement sur le site web de la ville de Sherbrooke. Puis, évidemment, c'est une présentation qu'on va également refaire avec vous au niveau de l'exercice de vous présenter l'état d'avancement annuellement au niveau de la commission. Présentation très complète. Avez-vous des questions, commentaires, Madame Boileau? J'en ai quelques-unes. La première, par rapport à la première présentation, je me demandais, parce que là, on avait décidé de couper de moitié les collectes de déchets à domicile. Je me demandais si, parce qu'on voit que le nombre de visites à l'écocentre a augmenté, est-ce que c'est directement lié ou vraiment les gens se sont améliorés puis ont amélioré vraiment leurs habitudes, puis ils vont plus recycler, ils vont plus composter? Peut-être juste pour bien comprendre votre question, quand vous dites couper de moitié la Alors, collecte à domicile, juste c'est cette partie-là que je ne suis pas certaine. Ben, c'est ça, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on a évolué. Oui, ben, fait que je me demandais si... Ben, assurément, dans toutes les actions qu'une ville peut faire, de diminuer la collecte à domicile de déchets et de rendre disponibles d'autres voies nous permet d'atteindre ce type de résultats-là. Donc, les résultats qu'on a présentement sont en fonction de décisions antérieures
qui nous ont permis d'atteindre, Dans le sens de que diminuer si les gens ne l'ont pas jeté dans leur bac, ils ont décidé d'aller à l'écocentre à la place pour jeter leurs choses. on n'a pas fait une étude de corrélation précise, mais soit que les gens ont utilisé plus le compost, plus le recyclage ou encore les autres filières de valorisation telles que l'écocentre. OK. Juste un petit commentaire pour la campagne Bravo, campagne Zéro Gaspille, bravo. C'est vraiment, je la trouvais très ludique et puis c'est pas du tout moralisateur. Donc, je trouvais que c'était vraiment un beau coup. Bravo. Pour les ateliers avec les écoles qui seraient intéressées à suivre, à avoir cet atelier-là, comment ils font pour vous contacter? Est-ce que. En fait, ils peuvent contacter directement le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, soit passer par M. Demers ou sa collègue là, qui travaille au dossier, dont le nom m'échappe. Caroline Newsell. Voilà. OK. On a déjà, soit dit en passant, on a déjà 12 écoles qui ont signifié comme quoi qu'ils voulaient recevoir cette activité-là sur les 18 potentiels. Et puis, on a une nouvelle activité, un nouvel atelier sur les gobelets à usage unique. Donc, la courte vie de ton gobelet à usage unique, qui représente 8 des 12 ateliers qui seront donnés déjà. Bravo, ça aussi, c'est une super belle initiative. Je trouve ça vraiment très bien. Souvent, on sait que les habitudes de consommation commencent quand on est plus jeune. Donc, quand on va les chercher à cet âge-là, on part avec des meilleurs outils. Les ateliers auprès des nouveaux arrivants, on sait que par exemple, au niveau des cours de francisation, les budgets ont été coupés. Je me demandais, est-ce que nous, les budgets vont être coupés au niveau du MIFI ou on peut continuer encore nos ateliers auprès des nouveaux arrivants? L'actuel plan d'action prend fin effectivement à la fin de l'année au mois de mars. Par contre, il faudrait voir avec les équipes là, du service des loisirs, est-ce qu'il y a une suite à ça, un prochain plan d'action? Nous, c'est un projet dans le cadre du plan d'action qui est géré par le SSCVC, le service loisirs. OK. Puis est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté de vouloir le poursuivre? Il y a quand même eu un bon succès. Ben, c'est sûr que c'est un sujet qui est à maintenir effectivement. Là. OK. J'ai vu aussi que vous aviez acheté une fontaine d'eau pour les événements. Est-ce qu'il est prévu d'en acheter plusieurs? Parce que je pense à nos événements, nos fêtes, vous en avez parlé aussi, là, les fêtes de proximité. C'est même parmi les critères des événements de proximité. Il faut qu'ils respectent certains critères au niveau de l'organisme FEV. Là. Ils sont souvent en partenariat, tout ça. Puis je me demandais s'il y en allait avoir plus de fontaines pour qu'il y ait plus de fontaines dans nos différents événements, parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent en même temps dans chaque arrondissement. Donc, pour pouvoir fournir à tout le monde, est-ce qu'il est prévu d'en acheter d'autres? Ou. Dans le présent cas, on parle d'une petite fontaine portable, donc pour les événements de proximité. Elle est mise à l'essai de façon progressive, là, graduellement. Pour l'instant, la réponse est très positive. Donc, à la fin de la saison, on va avoir un petit peu plus d'informations sur les retombées, puis s'il y a lieu d'en acheter davantage ou si ça compte déjà le besoin. Là. Donc, c'est les prochains événements qui nous le diront, mais l'accueil est très favorable présent. Oui. C'est un beau partenariat avec FEV aussi. Là. En tout cas, pour l'avoir vu en arrondissement avec les événements de quartier, c'est très, très apprécié. Puis, ma dernière question, la revalorisation dans les écocentres. Tantôt, on a vu par rapport à certains meubles là, que Valoris revalorise. Ouais. Là, je me demandais, est-ce que vous avez exploré l'idée de revaloriser des électroménagers, des appareils de plomberie, des matériaux de construction, de la vaisselle? Je pense aux jeunes qui partiraient en appartement, puis peut-être même les jeunes de la DPJ qui n'ont pas nécessairement de trousseau, on appelait ça comme ça avant, quand ils partent en appartement. Nous, des fois, on a plusieurs kits de vaisselle, plusieurs tasses ou des choses comme ça. On pourrait amener ça à l'écocentre, puis on pourrait faire, je ne sais pas, un panier de produits pour ces jeunes-là ou en tout cas, je lance l'idée comme ça, mais est-ce que ça a été réfléchi ou est-ce que c'est une avenue qui pourrait. Commencer la réponse dans l'agrandissement de l'écocentre Roscoe-Inn, la notion du réemploi en fait partie. Situation actuelle, malheureusement, nos écocentres n'ont pas une capacité d'accueillir toute la notion de réemploi. On y a fait référence en termes d'opération, on est à pleine capacité, mais c'est un des éléments qu'on a mis dans la demande de financement. Donc, ça pourrait faire partie du nouveau projet d'écocentre. Et pour toute la réutilisation qu'elle fait référence, bien, on est en collaboration avec, puis vous pourrez compléter, là, M. Daigle, les entreprises d'économie sociale, la table de réemploi. Donc, on est très proactif aussi avec eux pour justement là,
voir quel type de réemploi peut être fait à même leurs locaux. Je sais le complément que vous auriez à faire là-dessus, M. Daigle. C'est très bien résumé. Donc, tu sais, essentiellement, on ne veut pas non plus se substituer à nos organismes de réemploi. Donc, comme on le mentionne, on travaille de pair via la table de réemploi avec eux. Puis, l'autre élément qui est important, c'est, bon, oui, nos écocentres sont quand même très achalandés, mais on ne veut pas non plus trop envoyer pour l'instant un message à la population. L'écocentre, sa mission première, c'est de détourner de l'enfouissement. Donc, on n'est pas encore prêt à dire on va encourager le réemploi sur place. Donc, on veut vraiment que ce soit les organismes qui portent ce message-là, qu'on continue d'utiliser ce réseau-là aussi. Là. Merci. Oui, Madame Boileau, je pense que par rapport à cet enjeu-là, puis c'est assez, dans tous les secteurs, c'est le même enjeu, c'est l'entreposage, l'espace pour. Puis nous, on a déjà un enjeu d'espace, mais les organismes aussi, parce que on pourrait dire, ben, pour le trousseau, pour un jeune qui veut aller en appartement, ben, on peut regarder les maisons d'hébergement, la protection de la jeunesse, mais après ça, eux, ils n'ont pas d'espace non plus pour entreposer des trousseaux pour les jeunes qui vont s'en aller. Fait que c'est vraiment ça, puis je pourrais faire le lien avec le gaspillage alimentaire. Même chose, l'enjeu de l'entreposage, l'espace est manquant. Donc, c'est vraiment à évaluer avec tous les partenaires, comment on peut créer de l'espace pour le réemploi, finalement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du côté. Oui, M. Charron? Ben, premièrement, féliciter pour on a des success stories, puis le café réparation, je pense en est un. On le voit à Lennoxville, au Square Queen, quand que ça arrive, là, ça crée vraiment un bel engouement. Et il y a peut-être lieu de créer une habitude aussi. Là, si on avait ça peut-être régulièrement, une fois par mois, ou je ne sais pas, créer une habitude dans le sens que les gens, on va se rendre parce que là, c'est sporadique. Il y aurait peut-être ça qu'on pourrait faire comme améliorer. Je trouve que tu as vraiment un excellent visuel aussi. Tu as quelqu'un là qui fait des choses sur place. Là. Donc, concernant le fonds municipal vert, je sais que je suis assis sur la FCM, là, moi aussi. Puis, au point de vue innovation, normalement, ils vont donner encore plus d'argent. Est-ce que vous avez des aspects innovateurs dans votre agrandissement que vous voulez implanter? Je pense que je vais laisser M. Daigle répondre à celle-là. Ben, le projet qui a été déposé fait état d'un projet novateur qui est celle d'un écocentre circulaire. Donc, on va aller au-delà du réemploi dans ce qui a été déposé. Donc, on parle d'activité, oui, de réemploi. Donc, réussir à sortir davantage de matière, mais aussi encourager du démantèlement, puis également mettre d'autres stratégies liées à l'économie circulaire dans ce projet-là. Donc, c'est là-dessus qu'on a misé vraiment l'aspect circulaire, diminution de GES aussi là, sur certaines nouvelles activités là, qui auraient lieu aussi. Donner des meilleures chances d'avoir du revenu. Merci. M. Charron, j'avais la même préoccupation par rapport à la visibilité finalement qu'on donne à toutes les bonnes pratiques. Il y a quelque chose qui a été super là, avec le Festival des traditions du monde. Là. Il y avait eu une publication, je ne sais pas si qui l'a faite, mais je pense que c'était l'organisme Five qui disait tout le tonnage qui a été détourné grâce à l'accompagnement de Five, etc. Puis je me demandais si on avait fait la même chose avec les Jeux du Québec. Parce que je ne l'ai pas vu passer, là, mais ça serait super intéressant de donner de la visibilité parce que c'est dans nos actions, la 59, en fait, qui traitait des Jeux du Québec. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant de donner de la visibilité au bon coup qui a été fait pendant les Jeux. Voilà. Est-ce que, M. Deneau, vous aviez des questions? J'imagine que oui. Quelques-unes. En lien avec les événements, à moins que je me trompe, il y a une grille d'analyse sur les subventions quand il y a un volet environnemental qui respecte. Hein. Donc, oui, il prend en compte la date. Quand on dit 58 des résidus, ils viennent des débris de construction, je pense que ça donne bien. Là, la présidente de la Commission de l'aménagement du territoire est là. Ça commence en disant que nous, à la Ville de Sherbrooke, on a un comité de démolition, puis on donne des autorisations de démolition. Ça devrait être de déconstruction. En commençant par ça, moi, je pense qu'on donnerait un message clair. Je pense que ça fait tout près de 10 ans que j'en parle. Moi, je pense qu'on est le porteur. C'est nous autres qui émettons les permis. Donc, c'est des fois où c'est souvent malheureux de voir des propriétés se faire démolir sans que les gens qui pourraient réutiliser des matériaux ne puissent en profiter. On a parlé de l'espace. On a un monsieur qui vient aussi depuis 15 ans, M. Bournoyer, nous rencontrer
pour récupérer. Il est prêt à passer à tous les jours pour ramasser des portes et des fenêtres. Moi, je pense qu'on doit avoir une certaine ouverture quand vous parlez d'espace. Puis, il y a peut-être une réflexion. Est-ce que les employés ont besoin de se stationner sur le site de l'éco-centre? On commence par là, en disant, on a-tu vraiment besoin d'investir 5 ou 6 millions pour attendre avant de faire ce geste tangible-là? Il y a une réorganisation, puis je pense que les gens le comprendraient aussi à dire, puis on est propriétaire de domaines quand même substantiels en lien avec le travail. Puis vous avez parlé des 2 millions de visiteurs. Vous m'avez demandé, c'est curieux, c'était pas toi, là, mais pour être un visiteur régulier, je pense qu'ils font un travail extraordinaire. On a un encadrement très professionnel. Il faut continuer. Puis il faut trouver des façons pour l'optimiser encore plus, pour être en mesure de ne pas être obligé de fermer l'hiver. Il faut se rappeler, hein, quand on a parti les éco-centres, moi je me trompe, il était même ouvert le dimanche. Là, on est rendu le dimanche et lundi fermé. Puis on le voit au point de vue 199 kilos par habitant, c'est quand même significatif, juste en matière qui est amenée. Les gens sont là du verre, là. Voilà. Sans attendre encore le 6 millions d'investissements, on a un dépôt à neige juste en bordure de rue. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable de mettre un conteneur pour récupérer le verre à proximité du plus gros générateur de déplacement, qui est le Carrefour de l'Estrie. Moi, j'aurais trouvé un endroit pour récupérer le verre, c'est là que je le mettrais, là. Pas sur le boulevard Queen. Donc, pourquoi qu'on n'est pas capable à l'extérieur de l'éco-centre, en bordure du dépôt à neige, de mettre des bacs pour récupérer le verre, entre-temps que la collecte soit mise en place du gouvernement du Québec, parce que ça fait comme bien d'années qu'il retarde. Il nous parle de mars qui s'en vient, encore là, je ne suis pas sûr. Ça serait des gestes très tangibles. Le compostage. Le premier PGMR, puis les premières actions qu'on a prises la ville pour collecter les matières compostables, on se disait qu'on allait chercher des revenus à l'époque d'environ 30$ la tonne. Là, ça nous coûte comment? Là? 45$ la tonne pour s'en départir. On doit amener une culture auprès des gens, puis on ne le dit pas assez souvent. Pourquoi mettre du gazon dans un bac de compost? Hey, c'est des milliers de tonnes. Là, si on prend 640 000 tonnes qu'on envoie à l'éco-centre pour composter, on enlève 33%, c'est 200 000 tonnes. Puis comment on disait la tonne que ça nous coûte? 69. 69, c'est pas long qu'on va, la manutention, les camions, tout ça, on va faire une économie de tout près de 200 000 $. Puis en plus, prolonger la vie encore de notre l'éco-centre. Madame Boileau a parlé de la collecte. Il y a certaines années qu'on arrive que le calendrier de collecte, il peut y avoir un mois en période des fêtes où il y a plus qu'un mois que les gens n'ont pas de collecte. Ça a déjà arrivé. Je regarde cette année, là, c'est bien, il y a 2 collectes dans le secteur Rouge-Amar, il y a 2 collectes en décembre. Mais je sais que j'ai déjà vu qu'il y en avait une comme le 15, puis l'autre allait peut-être au 10 ou au 15 janvier suivant. C'est sûr que c'est une des périodes où le rassemblement, puis il y a beaucoup plus de consommation en lien avec la consommation. Avec l'arrivée de EQ, là, est-ce dans l'organisation, il va y avoir un allègement du point de vue responsabilité, pour point de vue gouvernance, puis l'encadrement? Comment on pourrait se servir de ces ressources-là, si c'est le cas, pour justement s'assurer de passer ces messages en lien avec d'optimiser la gestion, puis la dynamique au point de vue les citoyens, là. Et on parle beaucoup de réemploi, puis je suis convaincu que je serais curieux, puis ça va être impossible de mesurer comment d'items sont détournés, mais quelque chose qui a changé beaucoup, c'est les plateformes comme Black Market ou Marketplace et ces choses-là. Moi, je pense que c'est bénéfique, puis on doit encourager les citoyens quitte à les donner sur ces plateformes-là au lieu de les jeter. Je pense que vous parlez d'économie circulaire, là, le meilleur, c'est quand quelqu'un se déplace pour aller chercher chez quelqu'un d'autre au lieu de l'acheter. Donc, puis pour le dernier point, ça serait le fun que Sherbrooke adopte une résolution pour demander au gouvernement du Québec de mettre une consigne sur les matelas. Ça nous coûte 35 à 40 $ pour récupérer un matelas.
qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre une consigne? Ils traîneraient pas mal moins dans les boisés parce qu'il faut se rappeler que quand que les endroits ne sont pas admissibles, puis supposant que les gens ne sont pas au fait des collectes spéciales, il y a des dépôts sauvages qui se font un peu partout. Puis en plus, c'est pas tellement beau voir ça se traîner sur le bord des rues. D'avoir une résolution de la Commission de l'environnement, de demander au Conseil, de demander au gouvernement du Québec de mettre en place une consigne sur les matelas, je pense que ça serait bénéfique pour l'ensemble, autant les usagers, ou ceux qui dorment dessus, ceux qui l'achètent, ceux qui le vendent, puis nous autres qui doivent être obligés de gérer cette immense masse-là. C'est tout. Merci. Beaucoup, M. Deneau. Il y avait beaucoup de commentaires, quelques questions. Moi, si je repars du début, là, vous avez parlé du comité de démolition. Pourquoi on n'appelle pas ça un comité de déconstruction? Mais c'est réalisé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Fait que je sais que je pense que dans nos façons de faire, ça tend à changer. Mais comme c'est balisé, c'est pour ça que le nom est toujours le même. Et dans l'évaluation qu'on fait, nous, au comité de démolition, je pense que les critères, ça doit être un critère. Devrait s'actualiser, effectivement. Vous avez fait référence au monsieur qui fait la réparation des portes et fenêtres. Là. Il avait gagné un prix au Gala de l'environnement, un monsieur super dynamique. Puis ça m'a fait penser à tu sais, la forêt qui marche, là, tu sais, qui ouvre les boisés pour aller chercher avant qu'il y ait des grandes constructions. Puis c'est sûr que ça ne nous appartient pas vraiment au municipal de faire ce genre d'action-là, mais oui, ça serait vraiment intéressant quand il y a des déconstructions, oui, qu'il y ait un appel, je ne sais pas comment que ça pourrait être fait, puis encadré de manière sécuritaire, par exemple. Il y a quand même plusieurs enjeux, mais il y a là quelque chose, il y a comme une idée quand même intéressante. Je ne sais pas pour les conteneurs, si Madame... Peut-être pour question relative au dépôt de verre. Donc, on y a fait référence. Effectivement, là, on est rendu à 9 sites. Donc, récemment, là, on a inauguré celui à Lennoxville. Le prochain, on est en train de finaliser les derniers détails avec des défis Polytech pour l'emplacement précis. Vous avez fait référence, là, je présume que c'est à ça que vous faisiez référence pour le boulevard Queen. D'explorer, on se souvient que dans le contexte de la modernisation, donc on avait un engagement de 10 sites, donc on ne peut pas dépasser la quantité de 10 sites selon l'entente qu'on a signée en février dernier avec Éco-Entreprise Québec. Donc ça, c'est le paramètre de base avec lequel on se doit de travailler. Explorer à déménager en fonction de l'achalandage, un site pourrait se faire. Votre proposition à proximité du carrefour, c'est un élément qu'on avait déjà commencé à explorer. Ça fait longtemps que je vous en parle. Tout à fait. Je ne suis pas en train de dire le contraire non plus, M. Deneau. Il y a par contre parfois des complexités techniques quand on n'est pas propriétaire du site pour trouver le bon espace où le propriétaire il soit disponible, qu'il ait le goût de négocier. Si vous avez une personne ressource au carrefour, envoyez-nous là, on va pouvoir jaser. Des pots à neige, là. On est propriétaire, madame. Oui, mais je m'en allais là. J'allais compléter la réponse, M. Deneau. Dépôt à neige, sans vouloir, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais les dépôts à neige sont régis sous les ministères de l'Environnement. Donc, les activités que l'on peut faire sur un site de dépôt à neige sont très limitées. Et un dépôt de verre, malheureusement, ne fait pas partie des activités sur un territoire de dépôt à neige, selon le certificat d'autorisation qu'on a du ministère de l'Environnement. Donc, je sais que la réponse est plate, mais c'est quand même malheureusement la réalité qu'on a à faire avec ce site-là. Oui, je vais vous laisser faire un commentaire. Je vais peut-être laisser M. Deneau finir sa phrase, mais je vais vous inviter à venir vous installer à l'avant puis ouvrir vos micros parce que la séance est diffusée, donc pour que votre voix... En réponse, Madame la Présidente, là, quand on veut, on peut. Si on permet à des gens de mettre des bacs de poubelle d'immeubles en bordure de la rue, dans l'emprise de la ville, je ne comprends pas qu'on n'est pas capable de mettre des bacs de récupération de verre en bordure de la rue, qui est dans l'emprise de la ville. On n'est pas cohérent. Là. Moi, de mon avis, je pense que la ville, on veut, mais il y a de la pression de tout bord, tout côté. Il y a des encadrements, des normes, des critères. Puis, on essaye de se faufiler là-dedans. Puis, avec toute la modernisation aussi de la collecte sélective, on veut être flexible et adaptable. Mais je suis d'accord avec vous que c'est vraiment compliqué, ce dossier-là de verre. Mais en plus, tous les autres aussi sont très compliqués, je dirais. Là. Puis, tu sais, ça part d'un changement de culture. Tu sais, vous avez fait le lien, vous avez amené l'exemple du gazon, puis des feuilles. Tu sais, c'est un exemple super simple que tout le monde pourrait changer directement sur son terrain, mais qui n'est pas fait encore. Pourquoi? Bien parce que c'est ça.
petit à petit, on ne va pas assez vite, mais on aimerait. Mais je pense que la volonté de la ville, elle est là, par exemple. Et puis, oui, M. Vigneault et M. Bellavance, Beauregard, mais c'est ça. J'avais enregistré le B, je suis désolée. Beauregard et M. Vigneault. Je vous laisse, oui, poser une question au service. Il faut ouvrir votre micro, par exemple, pour que ça vote. Ouvrez votre micro, par exemple, pour qu'on vous entende. Il y a une petite lumière bleue qui va apparaître. Vous m'entendez bien, là? Voilà. Bon, voici. Pour revenir un peu sur ce que votre collègue, M. Marguenot, mentionnait, vous le savez que le comité du verre de Sherbrooke, on préconisait un endroit, là, vous avez choisi Polytech pour le 10e site, mais c'est un lieu qui n'est pas conforme, qui n'est pas utile pour la population. Je ne sais pas quel est l'objectif qu'il y avait en arrière de ça, mais pour être rentable, il faut avoir un site, un dépôt volontaire dans un endroit stratégique pour la population. Quand vous parlez, je sais que comme les Carrefour de l'Estrie, etc., c'est des entreprises privées, vous avez des permissions à demander, etc. Ce que je ne comprends pas, EcoCentre, Rose, Cohen, je vais à peu près 3-4 fois par mois et vous dites qu'il est complet, il est surchargé, tout ça. Mais sur la rue, c'est tout un secteur commercial, ça. Et vous avez la clôture, je comprends qu'il est cassante, il y a des heures d'ouverture le dimanche et c'est pas ouvert, etc., etc. Mais la bordure de la rue jusqu'à la clôture qui ferme l'éco-centre, vous avez à peu près 15 à 20 pieds qu'un citoyen peut arriver avec son auto, stationne 5 minutes, il met ça dans le conteneur et quitte. Puis c'est un secteur, ça, et vous n'avez pas une résidence à 1 000 à la ronde, là. Ça fait ça qu'on ne comprend pas. Vous n'avez pas de permission à demander. Ça vous appartient, l'éco-centre. Vous venez tout le temps dire que l'éco-centre est surchargé, que le conteneur soit à Polytech pour être vidé ou qu'il soit sur le bord de la rue. À Rose Cohen, c'est le même travail, mais vous allez le remplir 3 fois plus. Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, là, j'ai de la misère à comprendre quand vous dites que l'éco-centre est surchargé, etc., etc. C'est pas plus compliqué au camion d'aller chercher à Rose Cohen le chargement qui va être plein au lieu d'aller là-bas où la population est très mal desservie pour le Nord. Vous n'avez aucune permission à demander. C'est à vous autres, ce terrain-là. Réal, est-ce que tu veux renchérir? Oui, oui, bonjour tout le monde. Juste une petite parenthèse, ça fait plusieurs fois que je viens au conseil municipal. Puis quand on est dans la salle, les 3/4 des conversations, j'ai l'impression que personne ne les comprend. Il y a vraiment un système de sonorisation de son à régler ici. Là. Quand les gens sont au micro, souvent, bon, on les comprend bien, mais les autres, absolument pas. En tout cas, ferme la parenthèse, mais c'est un détail quand même très important pour comprendre. Ce que j'ai entendu ce soir par rapport à la récupération du verre, détrompez-moi, c'est que, bon, d'abord, le comité du verre est quand même heureux que la Ville ait décidé de se rendre jusqu'à 10 points de dépôt. Et je pense que ça peut déjà changer des choses. Mais par contre, ça, n'oubliez pas, c'est après 5 ans. 5 ans de revendication de la population. Une autre chose, détrompez-moi justement, on a vraiment l'impression que vous êtes totalement sur les freins. Est-ce que c'est à cause de EEQ qui vous ralentit? Est-ce que c'est à cause que c'est la municipalité qui n'est pas assez proactive devant le gouvernement, EEQ, puis les organismes qui sont responsables de la consigne? C'est vraiment une question sérieuse à se poser parce que on a vraiment l'impression que c'est peut-être bizarre à dire, là, mais que vous voulez ramasser un peu le moins de verre possible pour le recyclage, pour le vrai recyclage. On donne comme belle raison, maintenant, on ne l'envoie plus à l'enfouissement, on l'envoie à une compagnie qui est très, très douteuse à Trois-Rivières, qui a des poursuites, etc., qui a des gros problèmes au niveau de l'environnement. Et
moi, être dans la municipalité, des fois, j'aurais honte d'envoyer mon verre là. Alors, sérieusement, est-ce que vous pouvez être plus proactive par rapport à ces organismes-là, autant du gouvernement, pour être plus, avoir plus de position, plus de pouvoir au niveau de récupérer tout le verre à Sherbrooke? Parce que s'il y avait eu plus d'efforts de fait ou de possibilités, en tout cas, aujourd'hui, après 5 ans, on verrait une énorme différence. Ce ne serait pas 20-25 du verre qui serait envoyé au recyclage. Ce serait énormément plus. Alors, c'est une question bien importante. Merci. Ben, merci, messieurs Vigneault et Beauregard. J'allais encore me tromper. C'est sûr que, tu sais, ça fait plusieurs. Puis, tu sais, je vous dirais, là, chaque proposition, les projets que vous nous avez envoyés, tu sais, tout ça, ça a été analysé par les équipes. Puis, votre perception que la ville, elle veut faire le moins possible. Tu sais, c'est sûr que moi, je n'arriverai pas à vous convaincre là, parce que vous avez cette idée-là en tête, puis vous la propagez à chaque fois. Mais tu sais, de mon côté, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des équipes très compétentes, puis que la volonté, elle est là. Après ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différents critères, normes à respecter. Tu sais, juste pour la petite exemple de Rose Cohen, ben, on n'est pas en mesure de vous répondre parce qu'il y a plusieurs autres services qui seraient en mesure de vous apporter des éléments techniques du pourquoi que c'est pas là que ça se passe aujourd'hui. Peut-être que dans l'avenir, avec une optimisation de l'éco-centre, un réaménagement, ça sera possible. Mais en ce moment, ça ne l'est pas. Donc c'est ça. Je vous dirais que moi, je suis vraiment heureuse que vous soyez là, le comité Vert-Vert, puis que vous faisiez pression. Puis il y a toute une belle mobilisation à Sherbrooke. Puis les conteneurs à verre, ben, c'est quand même une réussite, c'est un succès. Puis oui, ça a été long là, d'installer les sites 10, mais les 10 sites, mais ça va se réaliser. Pour vrai. Puis je pense que, en tout cas, moi, je suis fière que Sherbrooke soit là. Puis c'est clairement en partie grâce à vous, à votre mobilisation, puis à la pression que vous apportez à chaque fois aux élus, à cette sensibilisation-là, puis à toutes les recherches de bonnes pratiques que vous faites à l'extérieur. Mais moi, je veux juste vous dire que la volonté, je la sens, je l'entends. Donc, je pense pas que je vais être en mesure de vous rassurer sur votre perception, mais c'est ça. J'aimerais ça que vous l'entendiez quand même. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va continuer, nous, avec notre séance de commission. Bien, je vous remercie de l'opportunité que vous nous avez donnée, mais j'aurais aimé avoir juste un commentaire de Mme Dubuc, à savoir le sujet que j'ai apporté par rapport à Rose Cohen. Pourquoi que ce n'est pas possible d'envisager la solution que je viens de vous mentionner? J'aimerais avoir Ce que j'ai le goût de vous proposer, parce que Mme Belrose y a fait référence pour faciliter la discussion, on va coordonner une rencontre avec tous les services techniques qui sont touchés par Rose Cohen, puis on va vous le décliner avec la précision pourquoi, malheureusement, dans la situation actuelle, ce n'est pas possible. Est-ce que ça vous convient comme proposition? Et là, ça va être pour que vous compreniez le pourquoi, malheureusement, techniquement, c'est impossible. Est-ce que ça peut vous convenir? Bien, expliquez-moi là. Non, mais parce qu'aujourd'hui, il me manque des collègues pour pouvoir bien vous l'expliquer. On va sortir une carte, on va prendre 1 heure avec vous, puis après ça, on va avoir fait le tour de tous les éléments. Oui, j'apprécierais ça. C'est bon? Si. On y va comme ça? C'est un plan de match? J'attends Ça va venir de mon bureau pour la coordination, mais je vais vous demander un mois, 2 semaines avant que je puisse vous convoquer, m'assurer de faire le tour avec les services. Okay. C'est bon? Si. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci. S'il y a d'autres questions, on pourra les envoyer par le site d'environnement Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup. Oui, M. Demers. Est-ce que je peux m'inviter à cette rencontre? Oui, M. Demers. Merci beaucoup. Alors, pour ce dossier-là, moi, j'avais aussi quelques questions. Puis d'ailleurs, je voulais remercier les services pour le partage du tableau avec les 90 actions et les suivis parce que c'était vraiment très, très clair et détaillé. Ma première question, ça concernait toutes les actions qu'on a avec le gaspillage alimentaire. Il y a 2 jours, il y avait une deuxième phase, en fait, du forum sur la sécurité alimentaire à Sherbrooke. Puis, on va être à même de lancer un plan le PDCN, le plan de développement des communautés nourricières à Sherbrooke. Puis, je me demandais un peu comment les actions du PGMR et du PDCN vont être armées, puis si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez.
commence, je pense. Donc, effectivement, on est en collaboration avec les services qui travaillent sur le PDCN. La notion de sécurité alimentaire versus gaspillage alimentaire, il y a comme il y a un super beau lien. Puis, c'est un travail, vas-y Marie-André, pour compléter. Effectivement, on travaille avec les différents services, puis aussi avec le collectif en sécurité alimentaire là, qui regroupe plusieurs organismes. Donc, le travail se fait autant du niveau social que du niveau plus chiffré là, en termes de quantité de matière qu'on peut détourner de l'enfouissement. Donc, c'est une belle complémentarité qu'on travaille ensemble. On est en train d'établir les portraits de part et d'autre pour être en mesure d'avoir une meilleure lecture de la situation puis de voir quelles actions on pourrait porter là. Pour le portrait puis pour la circularité après ça Exactement. Super. Oui, moi aussi, je voulais vous féliciter pour le projet des familles ou ménages à zéro déchet. C'est ça, je me demandais même si les capsules, parce que je sais qu'il va y avoir une partie que ça va être un peu en ligne. Je ne sais pas si c'est un accompagnement ou s'il y a comme des capsules. En tout cas, je me demandais en fait si on pouvait avoir accès à ce matériel-là pour améliorer chacun chez soi les bonnes pratiques. En fait, je parlais au nom des membres de la commission. Si jamais c'est quelque chose de possible, je pense qu'il y aurait de l'intérêt. Oui, il y a une mixité d'actions pour les foyers participants qui sont réservés comme la plateforme web. Par contre, il y a des actions un peu plus grand public qui peuvent être déployées. On travaille avec les services des communications pour voir comment est-ce qu'on peut étendre certaines parties de ce projet-là, puis que certains défis qui pourraient être lancés à la population, etc. Donc, pour impliquer l'ensemble de la population, puis faire circuler là, l'information aussi plus largement. Merci, ça serait super. En tout cas, on est intéressés. Oui, M. Demers, c'est-tu par rapport à... Oui, exactement, avec ce nouveau programme-là qui est d'accompagnement des familles. Je voulais juste savoir, j'ai bien compris comme quoi que la rencontre des familles sélectionnées était le 17 octobre prochain. Encore une fois, est-ce que je peux m'inviter à être présent ou à un membre de l'équipe? Merci de vous exagérer clairement. Madame Charard va vous envoyer l'invitation. Parfait. On aime beaucoup le projet, puis on trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être avoir une reproductibilité quelque part dans l'esprit, donc on aimerait pouvoir suivre. Merci. Oui, ça va être un projet vraiment intéressant à suivre. Ensuite, pour les actions de réemploi, là, café de réparation, etc., il y a plusieurs partenaires, tu sais, Défi Polytech en est un, Entreprendre Sherbrooke, Valoris. Je me demandais si c'est un partenariat avec le Centre 24 juin a déjà été analysé, disons-le comme ça. Actuellement, on travaille déjà au niveau du café de réparation. Donc, il y a déjà un comité qui gravite alentour du café de réparation depuis plusieurs années et se greffe à ce comité des gens du Centre 24 juin. Donc, il y a plusieurs cafés de réparation où on a 7, 8 étudiants là, qui étudient là, en électronique. Puis ils sont très appréciés parce que là, les autres, c'est dans le cadre de leur formation, service à la clientèle, qui apprennent à venir faire des réparations. Fait que c'est souvent un peu le game changer là, pour me permettre l'expression d'une réussite d'un café de réparation. Excellent, vous avez pensé à tout. Pour le projet de revalorisation des matériaux de rembourrage, là, divan, matelas, là, je comprenais que c'était la fin du projet pilote. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que Valoris, vous voulez répondre à ça? Le contexte du projet pilote, puis après ça, le contenu, peut-être que Anthony pourrait répondre. En fait, si je me rappelle bien, Anthony, il nous reste de l'argent. Il me semble qu'il nous reste de l'argent là-dedans. Donc, la première étape est en effet terminée, mais s'il y a une suite à y avoir, il y a des possibilités. Mais ce rapport-là devrait être lu par tout le monde parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes sur le plan économique. Si on parlait de déconstruction de meubles, bien, toute l'économie de qu'est-ce qu'on peut faire dedans est là. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, mais très dispendieuses. C'est, entre autres, là, défaire un divan, puis ces choses-là, ça nous coûtait quoi? 1500 $ la tonne à faire. Ça coûte une fortune. Mais c'est sûr que ça ne va pas en enfouissement. La meilleure solution, c'était la demi-déconstruction. Donc, où on enlève les tissus. Et là, on peut l'envoyer sur notre ligne de tri pour le faire. Donc, oui, il y a des possibilités de suite à ça. Mais on en a parlé justement avec M. Daigle là-dessus, voir qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois. Mais il reste des sous, effectivement. Fait qu'il pourrait y avoir une suite, mais avec une... Juste en complément, effectivement. Donc, on a fait réellement avec Valoris, puis les entreprises d'économie sociale. Il y avait Estria impliqué, il y avait Défi Polytech, il y avait la ressourcerie des frontières Aquaticook. Donc, l'idée était vraiment de
paramétrer, de calculer les coûts au niveau d'un démantèlement manuel complet d'un meuble. Donc, on a démantelé de cette manière avec des Fipotech 200 meubles et on en a fait 200 autres meubles aussi qu'on a démantelés de manière partielle et qui servaient à tester le centre de tri de Valoris. Donc, est-ce qu'en démantelant de manière partielle, donc en réduisant les coûts de moitié à ce niveau-là, est-ce que c'était aussi rentable de le faire? Donc, de réussir à valoriser des fois 40, 50 d'un meuble. Donc, actuellement, ces meubles-là se retrouvent à l'enfouissement, c'est volumineux, c'est coûteux. Donc, on regarde, on a fait des comparatifs aussi. Donc, il y aura certainement un dépôt qui sera fait. Là, Valoris va déposer très prochainement à Recyc Québec. Donc, il y aura peut-être aussi des suites à faire. Il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a le coût de le faire, mais l'espace que ça va utiliser dans le site d'enfouissement va être. Ça a un coût, ça également. Tantôt, j'écoutais M. Deneau parler des matelas. Bien, une tonne de matelas, là, ça coûte 15 fois plus cher à enfouir en termes d'espace parce qu'un matelas, ça pèse rien. Puis c'est tellement difficile à compacter qu'en termes d'espace, ça coûte 15 fois plus cher. Fait qu'il y a des éléments comme ça qui sont intéressants qui, oui, à prime abord, peuvent sembler coûter cher, mais on économise de l'autre côté et souvent, on ne le voit pas, cette économie-là. Fait qu'on aura des suites pour ce projet-là. C'est ce que je comprends. Super. Maintenant, pour la matière organique, je sais qu'il va y avoir un suivi du volet 2 probablement en novembre. Mais je me demandais pour les. Tu sais, parce que c'est vraiment. L'enjeu d'espace revient tout le temps aussi pour la matière organique, là, pour les multilogements, les institutions de commerce, etc. Mais pour les multilogements, principalement, là, je me demandais s'il y avait des recherches de bonnes pratiques, d'alternatives. Puis je pensais à les habitations Lécoeur, tu sais, qui vont avoir un composteur intégré dans leur immeuble. Puis, tu sais, c'est une nouvelle façon de faire. C'est une alternative vraiment intéressante. Puis, si c'est quelque chose qui pourrait accompagner le projet, tu sais, le volet 2 là, de la matière organique, parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on réussisse ce volet 2-là, puis qu'on trouve des solutions finalement aux problèmes de manque d'espace ou de conteneurs ou d'équipement, etc. Fait que je me demandais si c'est quelque chose qui pourrait. Vous y avez fait référence, le grand défi d'ajouter une collecte comme la collecte de la matière organique dans du déjà construit, ben c'est ça le défi d'être innovant, d'être imaginatif. Est-ce que c'est un container partagé? Ça fait partie d'un des éléments du projet pilote dans un quartier pour justement limiter la quantité d'espace nécessaire. Et c'est tout ça qui devra faire partie possiblement du cocktail de solutions pour être en mesure d'atteindre les objectifs parce que c'est un des objectifs forts dans le cadre du PGMR, d'aller chercher cette filière-là de matière organique chez les multilogements. Donc, c'est vraiment le cocktail. Il n'y aura pas qu'une seule solution qui va pouvoir s'appliquer à tout le territoire. L'exemple que vous donnez, Projet Équerre, est un exemple innovant. Est-ce que ça va être dans notre réglementation aussi lors des permis de construction qu'il y aura quelque chose à bonifier par rapport à l'ajout d'infrastructures ou d'espaces nécessaires dans les nouvelles constructions? Donc, c'est tout ça le défi de la société actuelle. On essaie aussi de se benchmarker avec les autres villes pour aller voir les bonnes pratiques ailleurs. Puis, donc, le conteneur partagé, c'est quelque chose qui est testé en ce moment? On le teste, rappelez-moi, Mme Charon, je pense qu'on le teste dans le secteur de Lennoxville où je suis complètement dans les patates. Le conteneur partagé sous forme de conteneur accessible à différents immeubles, là, on le teste effectivement présentement au Parc Optimiste à Lennoxville, pour le quartier notamment qui est essentiellement étudiant là, dans ce secteur-là avec l'université puis le collège. On vient de l'installer là, il y a quelques semaines, donc je n'ai pas encore beaucoup de données sur l'efficacité. La patrouille verte et la patrouille de l'université aussi sont allés faire de la sensibilisation dans les immeubles avoisinants, mais on va avoir des résultats plus tard. Super, puis je suis contente que ça soit testé, de toute façon. Maintenant, deux dernières petites choses. Je voyais l'action 60, revue de littérature des bonnes pratiques en CRD. Ça disait présentation aux élus à l'automne, mais là, on est déjà à l'automne, fait que je me demandais, puis là, je comprenais tout à l'heure de votre présentation qu'il va y avoir plus une présentation du plan d'action, mais si c'est possible de nous envoyer cette revue de littérature-là, je pense que ça pourrait être intéressant pour qu'on se prépare. On va trouver en amont de cette présentation-là, on va s'assurer que vous ayez la bonne documentation pour pouvoir réfléchir avec nous. Mais Anaïs l'a dit tout à l'heure, c'est elle qui a fait son essai de maîtrise sur le CRD. Donc, les bonnes pratiques, mais aussi la séquence de mise en œuvre. Ça fait partie du travail qui est fait, entre autres, avec Valoris et nos collègues au Saint-François pour avoir la même compréhension de tout ça. Parfait. Puis ma dernière question, ça concernait l'action numéro 85. C'était lié au sinistre.
Je pense justement la déconstruction ou la démolition, ça dit qu'on a besoin d'une orientation municipale, puis je me demandais si c'est quelque chose qui... parce que je pense au dernier sinistre qu'il y avait eu sur la rue Wellington, puis je me dis que ben, ça peut arriver n'importe quand. Donc, c'est quel genre d'orientation, puis est-ce que c'est quelque chose qui va être porté ici à la commission ou... Pour le moment, c'est une action qu'on a un petit peu moins attaquée OK. dans la dernière année, donc c'est pour ça que ça ne faisait pas partie là, du bilan et des perspectives à venir. Super. Ben, en tout cas, encore une fois, merci pour le tableau. Je trouve que moi, ça me permet bien de suivre les 90 actions parce que sinon, ça en fait beaucoup. Puis on se demande est-ce que dans le temps, on avance bien? Est-ce qu'on a du retard? Puis là, on voit que c'est ça, tu sais, il y a des endroits où on a mis plus d'efforts versus d'autres. Donc, ça permet d'avoir un portrait global. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je regarde en ligne non plus. Donc, on pourrait prendre une petite pause et... Oui, Monsieur Demers. J'ai quelques commentaires, mais je vais me faire bref. Ah, bien, vous avez le temps, là. Donc, je voulais juste dire d'abord bravo pour la collecte à Lennoxville qui a été ajoutée pour la matière organique, ainsi que pour le nouveau conteneur de verre. J'ai vu les publications de M. Charon récemment et de l'Université Bishops. Donc, j'étais content de voir comme quoi qu'il y avait une suite, notamment à notre projet pilote de collecte de matière organique. Je pense que quelque part, il y avait déjà une mobilisation dans le secteur, mais ça finit par donner une suite à tout ça. On a présenté aujourd'hui le bilan 2023. On est en 2024, l'année est bien avancée déjà. Et l'année prochaine, 2025, on a des nouveaux joueurs Éco-entreprise Québec qui va arriver officiellement avec certaines responsabilités, un partenariat. On avait également des cibles, des objectifs et des cibles pour 2025 pour les ICI. Tantôt, je regardais le bilan qui a été proposé, puis la réduction qu'on doit s'attendre pour pouvoir améliorer notre bilan puis tendre vers notre cible de 400, combien? 480 kilos par habitant. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui on peut mentionner ce qui s'en vient par rapport à 2025 parce qu'il y a des obligations qui sont envisagées, notamment pour l'ajout de certains services, collecte de matière organique, la collecte sélective, ou je suis trop tôt. En fait, simplement, Mme Belrose y a fait référence à la prochaine commission. Il était prévu justement de faire un bilan de la collecte de la matière organique et on profitera de l'opportunité aussi de faire une petite mise à jour sur les obligations réglementaires qui arrivent du provincial. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, je vais nous offrir un moment de pause. Oui. En fait, M. Cazzaro était là aussi. Tu sais, c'est beaucoup nous qui prenons la parole, Bureau de l'environnement, pour toutes les actions, mais on est plus qu'en étroite collaboration avec M. Cazzaro, ses équipes, pour la réalisation, opérationnaliser tout ça. C'est peut-être quelque chose qu'on peut avoir tendance à sous-estimer, opérationnaliser les différentes collectes. Ce n'est pas que d'avoir un bac sur le bord de la rue. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en dessous de tout ça. Donc, il était avec nous. Il n'y a pas eu de questions qui étaient dirigées vers M. Cazzaro, mais on est vraiment là en étroite collaboration. Donc, on est codépendant des capacités opérationnelles de notre organisation. Merci. Merci de votre présence. Donc, on se dit de retour à 11 heures pour le dernier dossier. Ça vous va? Merci. À tout de suite.